Il y a un navire qui dérive quelque part dans l'océan sans équipage. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était il y a plus de 50 ans. Son histoire rappelle celle du Hollandais volant, un navire condamné à naviguer éternellement et à apporter le désastre à quiconque le voit en mer. Du moins, selon la légende. Contrairement au Hollandais volant, le SS Beijimo était définitivement réel et construit pour une entreprise allemande à Hambourg et a commencé comme un navire de fret ordinaire. Il échangeait des fournitures entre Hambourg et la Suède dans la mer Baltique à partir de 1914. Il possédait un moteur à vapeur puissant et une coque en acier. Quelques années plus tard, il devint propriété britannique. Puis, dans les années 20, une entreprise canadienne l'a acheté pour environ 18 000 $, une somme énorme à l'époque. Le nouveau propriétaire, la compagnie de la baie d'Hudson, utilisait activement le navire pendant plusieurs années. Il l'envoyait souvent en voyage depuis son port d'attache en Écosse vers la Sibérie, l'Alaska, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Il traversait également le canal de Panama et même le canal de Suez, avec à bord des pots de fourrure destinés à la vente. Parfois, il transportait également des passagers. Il avait réalisé 9 voyages réussis avant que cette série de chances ne prenne fin. À partir des années 30, le SS Beijimo rencontrerait des problèmes de glace et de tempête. Lorsqu'il s'est retrouvé pris dans la glace pour la première fois en octobre 1931, une partie de l'équipage a réussi à s'échapper vers l'Alaska. 15 des 22 marins ont décidé de rester avec leur navire et d'essayer de le sauver. Ils avaient à bord des fourrures et autres cargaisons précieuses, d'une valeur d'environ 58 000 $. La compagnie leur a envoyé des fournitures pour survivre à l'hiver. Ils ont établi un camp près du navire à l'aide de trappes, de bâches et d'autres matériaux, et ont déchargé la cargaison. Fin novembre, un blizzard a balayé la région, et il semblait qu'il avait emporté le navire avec lui. La plateforme de glace avait survécu, mais le navire s'était détaché. Certains membres de l'équipage étaient sûrs qu'il avait coulé. Mais peu après, ils ont reçu des nouvelles d'un local qui avait repéré leur navire à environ 72 km de leur camp. L'équipage a continué sa vie, et le navire a commencé son périple en tant que bateau fugitif. Les gens apercevaient le SS Beijimo environ une fois par an, et ce jusqu'en 1969. Il était principalement repéré au large des côtes de l'Alaska. Un homme se rendant à Nome avec son traîneau à chien, des prospecteurs, des explorateurs et des chasseurs de trésors prétendaient tous avoir vu le SS Beijimo. Quelqu'un a tenté de monter à bord et de l'emmener au port, mais s'est retrouvé bloqué dessus pendant des jours en raison d'un temps épouvantable. D'autres ont eu plus de chance et ont réussi à prendre un canot de sauvetage, certains meubles et d'autres objets de valeur du navire. Ceux qui se sont approchés du navire ont vu qu'il était endommagé et qu'il manquait l'hélice. Pourtant, il est resté à flot sans équipage pendant au moins 38 ans et est devenu le navire fantôme le plus longtemps en mer de l'histoire. En 2006, les autorités de l'Alaska ont lancé un projet pour résoudre le mystère de ce navire fantôme de l'Arctique et enfin trouver le SS Beijimo, que ce soit encore à la surface ou sous l'eau. Jusqu'à présent, le projet n'a pas réussi. Le SS Beijimo reste l'un des 4000 navires estimés à avoir disparu au large des côtes de l'Alaska. Si la légende du XVIIe siècle ne ment pas, ce navire fantôme pourrait naviguer quelque part le long du Flying Dutchman. Il appartenait à la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Son capitaine a réussi l'impossible pour l'époque et a navigué de la Hollande à l'Indonésie en seulement 3 mois. On disait qu'il volait sur la mer et certaines mauvaises langues expliquaient qu'il avait fait un pacte avec les forces du mal pour y parvenir. Une fois que le navire était en route pour rentrer chez lui, son capitaine et son équipage ont disparu sans laisser de traces. Il existe de nombreuses versions de ce qui lui est arrivé. L'une des premières dit qu'il avait essayé d'entrer dans le port au cap de Bonne-Espérance, a été pris dans une terrible tempête et a coulé, car il n'y avait pas de capitaine pour le sauver. Une autre légende raconte que le capitaine avait refusé d'obéir aux cieux pour laisser le navire couler pendant la tempête. Une forme de lumière effrayante a alors frappé le bateau et l'équipage, et il a été ensuite condamné à errer éternellement sans repos. De nombreux marins prétendaient avoir aperçu le Hollandais volant. Le duc d'York, qui devait devenir roi d'Angleterre, mentionna l'avoir vu dans les eaux australiennes. Juste après avoir repéré le navire, l'homme qui l'avait vu en premier tomba du haut du mât et ne survécut pas. Il y eut d'autres rencontres avec ce navire légendaire jusqu'au milieu du XXe siècle. Les navires faisaient presque collision avec lui alors que le Hollandais volant surgissait de nulle part. Les scientifiques ont une explication plus logique pour ce mystère. La Fata Morgana. À ne pas confondre avec Hakuna Matata.
Lorsque vous êtes en mer par une chaude journée et que l'air semble onduler, cela ressemble à ce que l'on voit sur la route lors d'une journée d'été brûlante. Cela est dû à ce que l'on appelle la réfraction atmosphérique. Lorsque la lumière traverse différentes couches d'air ayant différentes températures et densités, elle se courbe et se tord. Parfois, sous certaines conditions, cette courbure de la lumière peut créer des illusions optiques vraiment étranges au-dessus de l'océan, comme des apparitions du Hollandais volant. Le phénomène de Fata Morgana peut faire apparaître des objets distants de manière déformée, étirée, ou même soulevée au-dessus de l'horizon. Ainsi, vous pouvez voir un navire au loin, mais en raison de la manière dont la lumière se courbe, il semblera qu'il flotte au-dessus de l'eau ou même qu'il disparaisse et réapparaisse. Une Fata Morgana est le plus souvent observée dans les régions polaires, particulièrement au-dessus de grandes étendues de glace qui présentent une température uniformément basse. Cependant, vous pouvez la voir n'importe où, même dans les déserts et au-dessus des lacs lors des journées chaudes. Les premières histoires concernant les navires fantômes remontent à la mythologie grecque et romaine ancienne. L'un des navires fantômes les plus célèbres de l'histoire est le Mary Celeste. Cette brigantine voyageait de New York à Gênes et était entièrement chargée de provisions, mais elle était dépourvue d'équipage lorsqu'elle a été découverte dans l'océan Atlantique en 1872. Les effets personnels de l'équipage étaient également présents, parfaitement intacts. La dernière inscription dans son journal de bord avait été faite 10 jours plus tôt. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à son équipage, et le navire a inspiré de nombreuses histoires effrayantes et légendes. Le Lady Lovibond était une autre goélette légendaire qui est censée avoir fait naufrage au large des côtes du Kent au milieu du XVIIIe siècle. L'histoire raconte que le capitaine du navire, Simon Reed, venait de se marier et avait emmené sa jeune épouse à bord pour une croisière de célébration, malgré la superstition selon laquelle cela pourrait porter malheur. Ils étaient en route pour le Portugal lorsque le second, qui était également amoureux de la nouvelle épouse du capitaine, rendu fou par la jalousie, attaqua un autre membre de l'équipage, puis prit le contrôle du gouvernail et dirigea directement le navire vers les redoutables bancs de Goodwin. Personne à bord n'a survécu, et on dit que la goélette réapparaît comme un navire fantôme tous les 50 ans. À l'époque actuelle, de nombreux navires sont abandonnés et deviennent intentionnellement des vaisseaux fantômes. Il y en a des milliers qui flottent dans les rivières, lacs, canaux et eaux côtières des États-Unis. Certaines personnes perdent leur bateau lors de tempêtes et autres conditions météorologiques extrêmes. D'autres doivent abandonner leur bateau car leur entretien peut coûter jusqu'à 10% du prix du bateau. De plus, l'amarrage d'un navire peut coûter plusieurs milliers de dollars chaque année. De nombreux bateaux sont fabriqués en fibre de verre, donc leur propriétaire ne peut pas simplement les recycler comme des métaux usagés. Alors, quand ils veulent s'en débarrasser, ils ont souvent tendance à les attacher à un quai et à s'enfuir discrètement, à les laisser flotter loin du rivage, ou à essayer de les couler. Lorsque ces navires fantômes coulent dans des eaux peu profondes, ils peuvent endommager les récifs coralliens, les mangroves, les marais, les habitats ostréicoles et les zones humides. De plus, ils peuvent entrer en collision avec des navires réguliers qui ne s'y attendent pas et causer de sérieux problèmes. Donc, ne faites pas cela. C'est dit. La vigie s'écrie « Iceberg droit devant !» Le Titanic percute la glace et l'eau s'infiltre rapidement. Les passagers de 3e classe se retrouvent prisonniers et il n'y a pas suffisamment de canaux de sauvetage pour sauver tout le monde. La panique se répand. Les violons jouent une mélodie funèbre. Puis, le navire sombre enfin. Bien sûr, nous connaissons tous cette scène emblématique du film Titanic. Mais si l'on vous disait que Hollywood ne nous a pas tout révélé? Pour connaître la véritable histoire de cette nuit glaciale de 1912, il nous faut revenir un peu en arrière. La vigie s'écrie « Iceberg droit devant !» Cette partie est en effet conforme à la réalité. Aux alentours de minuit moins 20, Frederick Fleet aperçoit une masse sombre, plus sombre que la mer, droit devant le navire. En s'en approchant, il reconnaît un iceberg. On fait aussitôt machine arrière, et le Titanic effectue un virage brusque. Plutôt que de le frapper de plein fouet, le paquebot frotte contre le flanc de l'iceberg, éparpillant des morceaux de glace sur le pont avant. Si vous vous rappelez, dans le film, Jack et Rose partagent un moment romantique, juste avant que le navire ne soit ébranlé par l'impact de l'iceberg. Tout semble secoué, comme lors d'un léger tremblement de terre. Certains passagers ont réellement perçu une telle secousse, mais à en croire Frank Prentice, survivant du Titanic, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées ainsi. Selon lui, le choc n'a pas été aussi brutal,
et s'apparentait plutôt à un freinage soudain en voiture. Le navire s'est arrêté, et c'est à peu près tout. Certains passagers n'ont même été réveillés par la collision, preuve que l'impact n'a pas été aussi violent qu'on pourrait le croire. Monsieur Prentice, intrigué par la situation, a quitté sa cabine pour se rendre sur le pont. Une fois sur place, il n'a vu qu'un peu de glace éparpillée à la surface, bien loin de l'imposant iceberg que Jack et Rose contemplaient. Toutefois, nous savons aujourd'hui que les véritables dommages se sont produits sous la ligne de flottaison, où une saillie de l'iceberg a ouvert une entaille de 90 mètres dans la coque du navire. Lorsque l'équipage a saisi l'ampleur des dégâts, il a immédiatement commencé à émettre des appels de détresse vers les navires environnants pour solliciter leur aide. Dans une scène du film, l'opérateur radio informe le capitaine qu'un seul navire se trouve à proximité, le RMS Carpathia, qui finira par secourir de nombreux passagers. Mais en réalité, plusieurs navires se trouvaient dans les environs. On suppose aujourd'hui que le SS Californian n'était qu'à environ 37 km du Titanic. Ce navire aurait potentiellement pu assister au naufrage, ou, tout du moins, voir les fusées de détresse illuminer le ciel. Et pourtant, pour des raisons qui nous échappent encore, aucune tentative d'assistance n'a été faite. Revenons à notre récit. À ce stade, il est devenu impératif de quitter le navire. À 1h moins le quart, le premier canot de sauvetage, le numéro 7, a été mis à l'eau. Comme le montre le film, on a demandé en priorité aux femmes et aux enfants de monter à bord. Cependant, dans la réalité, plusieurs femmes étaient réticentes, et certaines ont même refusé d'embarquer. Monsieur Prentice a expliqué que cette réticence était principalement due à 2 facteurs. D'une part, la hauteur à laquelle se trouvaient les canots, une chute libre de 20 mètres qui effrayait les passagers. D'autre part, bon nombre de femmes ne croyaient pas que le Titanic, qualifié d'insubmersible, puisse vraiment couler. L'idée d'évacuer à bord d'un canot leur semblait proprement saugrenue. Cet état d'esprit pourrait expliquer pourquoi Eloise Smith, une passagère de première classe, a relaté qu'au début, ni la panique ni le chaos ne régnaient. D'autres survivants ont confirmé qu'aucune femme, ni aucun enfant ne pleurait. Toutefois, une source d'inquiétude pour l'équipage était bien réelle. La crainte que les canots de sauvetage ne cèdent sous un poids trop important. C'est l'une des explications avancées pour justifier pourquoi les premiers canots de sauvetage sont partis avec si peu de passagers à bord. Le canot numéro 7, par exemple, n'a embarqué que 27 personnes, bien qu'il ait pu en accueillir jusqu'à 65. Le Titanic disposait de 20 canots de sauvetage au total, capables de transporter près de la moitié des 2200 personnes présentes à bord cette nuit-là. Cependant, cela ne s'est pas déroulé ainsi, et il est désormais clair que les passagers ignoraient qu'il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. Pendant que les femmes prenaient en place calmement dans les premiers canots, les musiciens se dirigeaient vers le pont pour jouer dans l'unique but d'apaiser les passagers. Ce fait est bien connu, mais certains survivants ont affirmé ne jamais avoir aperçu ni entendu les musiciens. Pas un seul violoniste en vue. Il ne faut cependant pas en conclure que Hollywood vous a trompé. Les musiciens ont effectivement joué pendant plus de 2 heures après la collision avec l'iceberg. Peut-être que ces passagers étaient simplement trop paniqués pour remarquer la musique, ou que l'orchestre a commencé à jouer plus tard que nous ne l'imaginons. Passons maintenant à la question du traitement épouvantable réservé aux passagers de 3e classe. Le film dépeint l'équipage comme impitoyable, enfermant les plus démunis sous le pont, les privant ainsi de toute chance d'accéder au canot et de sauver leur vie. Toutefois, l'enquête officielle sur la catastrophe a conclu que cela n'était pas tout à fait exact. Certes, moins de passagers de 3e classe ont survécu par rapport à ceux des classes supérieures, mais d'autres facteurs ont également joué un rôle. De nombreux passagers de 3e classe hésitaient à abandonner le navire, préférant s'accrocher à leurs effets personnels, et rencontraient davantage de difficultés pour remonter depuis leur cabine, située aux extrémités du navire. Certains survivants ont témoigné qu'ils n'étaient pas enfermés, bien au contraire. Madame George Wabi, une Libanaise voyageant en 3e classe, a raconté que lorsque l'incident s'est déclaré, quelques membres courageux de l'équipage et d'élégants passagers de première classe l'ont aidé à gagner le pont supérieur et à embarquer dans un canot de sauvetage. Au début, le Titanic coulait progressivement, compartiment par compartiment. Des passagers ont observé la montée des eaux et perçu des craquements et des détonations. Ensuite, un grand « boom » s'est fait entendre. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une unique explosion, tandis que d'autres ont décrit une série de petites déflagrations, pensant que c'étaient les cloisons qui cédaient une à une.
Un autre groupe n'aperçut qu'un grondement sourd. Ainsi, les récits sur les sons perçus divergent, mais un fait est indéniable. À 2h18, les lumières du Titanic se sont éteintes, plongeant le navire dans une obscurité totale. Tandis que la proue s'enfonçait davantage, la poupe se redressait hors de l'eau, exerçant une pression considérable sur le centre du navire et provoquant ainsi sa rupture. Dans le film de James Cameron, ce moment est représenté de manière absolument dramatique, avec le navire coulant presque à la verticale. Mais en réalité, la rupture a probablement eu lieu sous un angle bien plus modéré, sans doute juste sous la ligne de flottaison. Toutefois, l'inclinaison était suffisante pour que les passagers ne puissent plus se tenir debout et soient précipités dans l'eau. Il est intéressant de noter que ce n'est qu'en 1985, après la découverte de l'épave, que la rupture du Titanic en deux a été confirmée. Jusqu'alors, les récits des survivants divergeaient, mais au moins 8 d'entre eux affirmaient avoir vu le navire se fendre. Emily Ryerson, une passagère de première classe, avait décrit cet événement comme une tranche nette du Titanic, comme faite par un couteau. Cependant, un petit groupe de témoins soutenait que le Titanic avait sombré en un seul bloc. À l'époque, cette version était plus largement acceptée, car beaucoup refusèrent d'admettre qu'un navire prétendument indestructible ait pu se briser en deux. Pourquoi ces témoignages contradictoires? Ce que l'on ne voit pas dans les films, pour des raisons évidentes, c'est l'obscurité totale dans laquelle la tragédie s'est déroulée. C'était comme se diriger à tâtons dans une cave sans fenêtre, où l'on ne distingue que des silhouettes et des ombres. Telle était la situation à bord des canots de sauvetage. Cela signifie que les passagers ne pouvaient pas véritablement observer ce qui se passait. Quant à ceux qui étaient de près du navire, la plupart ont soit perdu la vie, soit étaient bien trop préoccupés par leur propre salut pour prêter attention aux détails du naufrage. Quoique le film de James Cameron n'ait pas totalement rendu justice à l'atmosphère terrifiante de cette séquence, la série télévisée Titanic de 2012 a bien mieux saisi l'ampleur de cette terreur nocturne. Et pourtant, la réalité de cette nuit-là était encore plus sombre et effrayante que ce qu'aucune de ces productions n'a pu mettre en scène. Il se passe des choses étranges dans les eaux froides de l'Antarctique. L'une de ces choses est arrivée à un navire appelé Jenny. Il s'agissait d'une petite goélette dont l'histoire a commencé en 1822. Le bateau et son équipage ont pris la mer et ont disparu un an plus tard. Pendant 18 ans, le navire a été considéré comme naufragé. Puis, les gens l'ont oublié. Mais en 1840, le monde entier en a de nouveau entendu parler. Cette année-là, le baleinier Hope naviguait dans le canal de Drake, en Antarctique, lorsque son équipage remarqua un navire au milieu des glaces. C'était la goélette Jenny. Elle flottait lentement dans l'obscurité, sans aucun signe de vie. Le capitaine du Hope, M. Brighton, donna l'ordre de s'approcher du mystérieux navire. Ils pensaient à tous qu'il s'agissait d'un vaisseau fantôme, mais bientôt, ils aperçurent des membres d'équipage sur le pont. Les marins s'adressèrent à eux, mais ne reçurent aucune réponse. Il était clair que quelque chose de terrible était arrivé. Lorsque Brighton monta à bord, il se rendit compte que l'équipage n'avait pas disparu, ainsi qu'on l'avait cru. Ils étaient boniques bien là. Mais ils étaient figés comme des statues. Brighton descendit sur le pont inférieur et trouva le capitaine. Il était assis à sa table, congelé, un stylo à la main. Brighton consulta le journal de bord. La dernière entrée datait du 4 mai 1823. Le capitaine avait écrit qu'il était le dernier survivant. Ils avaient passé 71 jours sans manger. Il semble que le navire se soit perdu en mer parce que son capitaine avait décidé de changer de route ou qu'un iceberg l'avait heurté. Mais personne n'en est sûr. Par la suite, personne n'a jamais plus revu le Jenny. Selon les rumeurs, l'équipage du Hope aurait abandonné le navire gelé et l'aurait laissé dériver dans les eaux froides. D'après d'autres rumeurs, toute cette histoire n'est que fiction. L'histoire du Jenny apparut dans un magazine allemand au milieu du 19e siècle. Mais on n'a aucune preuve de l'existence de ce navire. Récemment, des chercheurs de l'université de Cambridge ont décidé de se pencher sur le mystère. Ils ont découvert que l'un des membres de l'équipage du Hope, resté anonyme, avait raconté à quelqu'un la légende du navire gelé. Cette personne en avait ensuite parlé à quelqu'un d'autre, et l'histoire avait été publiée dans un magazine allemand appelé Globus. Et c'est tout. Aucun indice supplémentaire.
L'un des navires fantômes les plus célèbres est le Mary Celeste, dont l'existence ne fait aucun doute. L'histoire de ce navire est bien documentée. Les journaux en ont parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce bateau a continué à être utilisé après la disparition de 10 de ses membres d'équipage. L'histoire du Mary Celeste a commencé au Canada en 1861. Pendant sa construction, le navire s'appelait l'Amazone. Il eut plusieurs capitaines et connut lui aussi quelques difficultés. Le bateau fut vendu, acheté, puis revendu, réparé, puis il navigua sous le nom de Mary Celeste. En 1872, son capitaine s'appelait Benjamin Briggs. C'était un homme honnête et courageux, doté d'une grande expérience de la navigation. Il avait une épouse, une fille et un fils. Lors de son dernier voyage, il emmena sa femme et sa fille avec lui, et son fils resta en Amérique. En novembre 1872, le Mary Celeste quitta le port de New York avec 10 personnes à bord et disparut. 8 jours plus tard, un autre navire, le Dei Gratia, quitta également New York et suivit la même route. Le capitaine du Dei Gratia, David Morehouse, aperçut le Mary Celeste et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le navire se déplaçait trop librement, comme si personne ne le contrôlait. Le capitaine essaya de contacter les membres de son équipage, mais personne ne lui répondit. Alors, avec d'autres marins, il monta à bord du Mary Celeste. Le navire était en bon état. Il n'y avait pas de dégâts. La cale était légèrement remplie d'eau, mais c'était sans gravité. Tout semblait en ordre, mais il manquait un canot de sauvetage. Les objets de valeur des membres de l'équipage étaient dans leur cabine. La cargaison était dans la cale. Les réserves d'eau et de nourriture étaient intactes. D'après le journal de bord, le navire avait essuyé une tempête, mais rien de trop violent. D'autres navires avaient traversé cette tempête, et rien de grave ne leur était arrivé. La dernière entrée était datée du 25 novembre et affirmait que tout allait bien. Les voiles du Mary Celeste étaient légèrement endommagées, mais cela s'était peut-être produit après la disparition de l'équipage. L'ensemble du navire était en excellent état. Alors, qu'est-ce qui avait poussé ces hommes à l'abandonner? Une partie de l'équipage du Dei Gratia resta à bord du Mary Celeste pour le ramener à terre. Tout se passa bien. On achemina le bateau au port le plus proche. Ensuite, le capitaine du Dei Gratia comparut devant un tribunal et raconta son histoire. Mais le procureur et le juge ne crurent pas à son récit. Ils étaient persuadés que le capitaine s'était en réalité débarrassé de l'équipage du navire pour récupérer sa cargaison. Selon les lois maritimes de l'époque, si vous trouviez un bateau fantôme avec une cargaison de valeur, alors une partie substantielle de cette cargaison vous appartenait. De nombreuses personnes pensèrent donc que David Morehouse avait décidé de se faire un peu de sous. Cette version semblait plus crédible que celle de la disparition mystérieuse de 10 personnes. Heureusement, personne n'accusa le capitaine d'avoir commis un crime. On le remercia pour ses services et on lui donna une récompense en argent. Cependant, sa réputation fut entachée, ce qui affecta grandement sa carrière, car beaucoup pensaient qu'il avait attaqué l'équipage du Mary Celeste. Mais même après cette terrible affaire, ce procès et cette enquête, l'histoire n'était pas terminée. Le Mary Celeste était toujours un navire efficace. Il navigua encore plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un capitaine le fasse s'écraser sur un récif afin de toucher l'assurance. Un tribunal révéla la manœuvre et accusa le capitaine d'avoir causé des dommages matériels de façon délibérée. L'histoire du Mary Celeste devint célèbre dans le monde entier. Les gens commencèrent à échafauder des théories plus ou moins réalistes. Certains croyaient que le navire avait traversé le triangle des Bermudes. Mais cette version fut rapidement réfutée, car la région des Bermudes se trouvait à des milliers de kilomètres de l'itinéraire du Mary Celeste. Le Kraken ou un autre monstre géant avait-il attaqué le navire? Non. Le bateau ayant été retrouvé dans un état presque parfait, cette théorie fut elle aussi réfutée. Selon l'une des versions les plus répandues, l'équipage du Mary Celeste aurait volé une cargaison de valeur et se serait rendu en Espagne à bord d'un canot de sauvetage. Cependant, ceux qui connaissirent le capitaine Benjamin Briggs dirent qu'il s'agissait d'un homme honnête. Et puis, il avait un fils à New York. Il ne l'aurait jamais abandonné.
Une enquête plus approfondie révéla qu'une série de circonstances fortuites pouvait être à l'origine de la disparition de l'équipage. Avant son dernier voyage, le navire avait livré du charbon. La pompe destinée à aspirer l'eau se serait alors bouchée avec cette matière. Et lorsque le navire avait traversé une tempête, la cale se serait tout simplement remplie d'eau. Briggs n'avait pas pu se rendre compte de la quantité d'eau présente, car les tonneaux entreposés empêchaient de bien voir. Il aurait estimé qu'il était dangereux de rester à bord du navire, et aurait donc évacué ses passagers sur un canot de sauvetage. Mais peut-être qu'au moment de rejoindre la terre ferme, la tempête s'était soudain intensifiée et avait renversé le canot. Par ailleurs, une entrée du journal de bord indique que le chronomètre était défectueux. Il s'agit d'un appareil permettant de déterminer la position d'un navire en mer à l'aide de la longitude. Briggs s'était perdu et ne savait pas dans quelle direction naviguer. La tempête était violente, et il ne pouvait pas savoir si le navire risquait de couler. Il aurait alors peut-être décidé de l'abandonner au moment d'approcher la côte des Açores. L'originalité de cette affaire de bateau fantôme réside dans le fait qu'il est possible à tout un chacun de mener l'enquête. Vous trouverez de nombreuses informations au sujet du Marie Céleste sur Internet. Il y a des documentaires et de nombreux articles. Peut-être parviendrez-vous à découvrir quelque chose que d'autres n'ont pas vu et à élucider le mystère de cette disparition. On est en 2018. Tu te réveilles tôt pour aller pêcher. Tu vas là où tu as été hier. Tu jettes ta ligne à l'eau et tu attends. Le flotteur remue. Tu as attrapé un poisson, mais... Hé! Allô? Pourquoi tu ne fais rien? Tu n'es pas du tout concentré sur ton poisson. Tu observes quelque chose au loin. Tu n'en reviens pas. Il y a un immense navire échoué sur un banc de sable. Il n'était pas là hier. Il a dû s'échouer cette nuit. Ok, il va probablement reprendre la mer bientôt. Tu pêches encore quelques heures. Tu continues à observer le navire, mais tu ne remarques aucun mouvement. Est-ce qu'il est abandonné? Des bateaux et les gardes-côtes s'approchent du navire. Tu décides d'aller jeter un coup d'œil, toi aussi. Tu montes dans ton vieux rafio et c'est parti. La brume descend sur la mer et l'atmosphère devient sinistre. Le navire est vide et rouillé. Mais où est l'équipage? Et comment le navire est-il arrivé ici? Les gardes-côtes montent à bord. Ils inspectent la cale, les cabines et le pont. Il y a des affaires, des restes de nourriture, des carnets de notes et des vêtements. On dirait que l'équipage a complètement disparu. Les pêcheurs, les premiers à avoir repéré le navire, n'ont vu personne descendre. Aucun message radio n'a été envoyé au port et personne n'a signalé la présence du navire. Il est sorti de nulle part. La seule façon d'obtenir des informations, c'est de regarder le numéro et le nom de l'embarcation. Il s'agit du Sam Ratulangi PB 1600. Les gardes-côtes comparent ces informations avec leur registre. Et... incroyable! Ce navire a été construit en 2001 en Indonésie. Il était utilisé pour transporter des cargaisons lourdes à travers les mers d'Asie et a opéré régulièrement pendant 8 ans. Ces matériaux industriels étaient livrés aux 4 coins de la région, mais quelque chose a mal tourné. En 2009, on sait que le Sam Ratulangi naviguait près des côtes de Taïwan. Puis, plus rien. Il n'existe aucune information sur son parcours, plus aucun signalement dans aucun port. Tout le monde pensait qu'il avait coulé, de sorte que personne ne l'a plus recherché. Puis, 9 ans plus tard, il réapparaît ici, énorme et tout rouillé, près des côtes de Birmanie. Sans équipage et sans carburant. Une enquête est ouverte. Les enquêteurs essaient de retrouver les noms de tous les matelots à bord du navire et tous les indices qui peuvent aider à résoudre ce mystère. Ils espèrent aussi que le propriétaire se manifestera bientôt. Ils trouvent 2 cordes d'amarrage à bord. C'est donc qu'un autre navire a remorqué le Sam Ratulangi jusqu'à cet endroit. 13 membres de l'équipage sont identifiés et retrouvés. Ils disent qu'ils voulaient retrouver un chantier naval au Bangladesh pour faire réparer le Sam Ratulangi. Un autre navire aurait essayé de le remorquer, mais les 2 câbles se seraient rompus alors qu'une tempête éclatait. À cause de la météo, l'équipage aurait abandonné le navire. Personne ne sait où est passé le navire ces 9 dernières années, ni comment il a pu se maintenir à flot sans équipage. Voici une autre histoire de navire encore plus mystérieuse.
Le 16 février 2020, les habitants d'un village irlandais ont retrouvé un navire échoué sur des rochers, non loin de la côte. Le navire était rouillé, avec des trous dans la coque. Personne n'avait vu ce navire la veille. Il est apparu au beau milieu de la nuit. L'Alta avait été vue pour la dernière fois quelques mois auparavant, à plusieurs milliers de kilomètres des côtes irlandaises. Ce jour-là, l'Alta naviguait sur les eaux de l'océan Atlantique. Un autre navire, le MS Protector, l'a aperçu et son équipage a essayé de le contacter, mais sans succès. L'équipage du MS Protector a compris qu'il s'agissait d'un vaisseau fantôme. 5 mois plus tard, l'Alta apparaissait sur les côtes irlandaises. Il y a plus de questions que de réponses dans cette histoire, mais nous avons réussi à glaner quelques informations. En 2015, l'Alta apparaissait et disparaissait régulièrement des radars. Tous les navires ont un système de localisation interne qui permet de suivre leur parcours par satellite. Mais l'équipage de l'Alta désactivait souvent ce système, probablement pour dissimuler des activités illicites. Bref, en 2017, le navire naviguait régulièrement entre les ports des îles grecques. Puis le signal de localisation a disparu et il n'est réapparu que 10 mois plus tard, près des côtes d'Afrique du Nord. Au cours de cette période, le navire a changé de pavillon plusieurs fois. En septembre 2018, l'Alta se trouvait au sud-est des Bermudes, en direction de Haïti. L'équipage a alors dû faire face à plusieurs problèmes. Tout d'abord, le moteur principal est tombé en panne en plein océan Atlantique. L'équipage n'a pas réussi à le réparer et ils sont restés plusieurs jours à la dérive. Les réserves de nourriture et d'eau étaient presque arrivées à court. La situation n'a fait qu'empirer quand l'équipage a découvert qu'un ouragan s'approchait d'eux. Ils ont heureusement réussi à contacter les gardes-côtes des États-Unis. Le 2 octobre, un hélicoptère les a rejoints et leur a apporté des vivres suffisantes pour plusieurs jours. Un bateau de sauvetage a ensuite évacué l'équipage avant l'ouragan pour le faire débarquer à Puerto Rico. L'Alta est restée seule à la dérive dans l'océan. Peu après, un navire s'est approché de l'Alta pour le remorquer vers les côtes de la Guyane. C'est là que ça a mal tourné. Quelqu'un a dérobé le navire, désactivé le système de localisation et appareillé vers une destination inconnue. Environ 1 an plus tard, le MS Protector a croisé l'Alta vide dans l'océan Atlantique. Puis 9 mois plus tard, le navire sans équipage a rejoint les côtes de l'Irlande. Comment a-t-il pu naviguer sur l'océan Atlantique et rejoindre les côtes irlandaises? C'est un mystère. C'est peut-être juste de la chance. Personne n'a vu le navire dans ce laps de temps. Il a juste fait des kilomètres et survécu aux tempêtes. Qui est le capitaine? Que sont devenus les voleurs? À qui appartient le navire? Un jour, quelqu'un a appelé la municipalité du village en Irlande et a déclaré que le navire lui appartenait. Mais cette personne n'a pas fourni la moindre preuve. Plusieurs barils de pétrole ont été retrouvés à bord et ont été débarqués par hélicoptère. L'Alta était tout rouillé. La corrosion du métal pouvait nuire à l'environnement. Le navire n'avait aucune valeur commerciale, mais il aurait fallu plusieurs millions pour le démanteler. Il y avait alors 3 options. Laisser le navire là où il était, le remorquer en pleine mer et le laisser couler, ou bien le démanteler. Mais la nature a fait son choix. Les tempêtes et les vagues ont brisé la coque en deux. En tout, l'Alta a passé environ 2 ans à la dérive dans l'océan Atlantique, sans équipage. Mais ce n'est rien comparé à un autre navire, qui a navigué seul pendant 38 ans. C'est le SS Baichimo qui détient ce record. Il s'agit d'un navire marchand qui appartenait à une société commerciale. En 1931, alors qu'il naviguait près des côtes de l'Alaska, il s'est retrouvé coincé dans la banquise, en pleine tempête. Le blizzard était si intense que les membres de l'équipage ne voyaient qu'un voile blanc devant eux. Impossible de continuer à naviguer. L'équipage devait attendre la fin de la tempête. Ils ont attendu 1, 2, 3 jours, 1 semaine. Mais la tempête ne faisait que s'intensifier. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, l'équipage a décidé de se diviser en 2 équipes. La première équipe est partie rejoindre la ville la plus proche, et la deuxième équipe, celle du capitaine, est restée à proximité du navire. Ils ont installé un campement en attendant que le blizzard, qui avait recommencé à sévir, se calme de nouveau. Ils ne voyaient rien. Puis un jour, enfin, le beau temps. Super! Maintenant, on va
Mais où est le navire? Le SS Baichimo avait disparu pendant la tempête. Le capitaine, convaincu qu'il avait coulé, abandonne les lieux avec son équipage. La semaine suivante, il aperçoit son navire à la dérive, près de l'endroit où il l'avait perdu. La coque était si endommagée qu'il était hors de question de remonter à bord. Réparer de tels dégâts aurait été inutile et bien trop cher, et le capitaine a donc décidé de l'abandonner définitivement. Il était certain qu'il aurait coulé tôt ou tard, mais il est resté à flot les jours suivants, puis les mois suivants, puis les années suivantes. Les habitants de l'Alaska ont signalé la présence de ce navire à proximité des côtes pendant 38 ans. Le SS Baichimo a été aperçu pour la dernière fois en 1969. Les personnes qui l'ont vu disent qu'il était congelé, presque intégré à la glace. Une expédition avait été organisée pour le retrouver, mais elle n'a pas eu le moindre succès. Le SS Baichimo se trouve probablement quelque part au fond de l'océan. Au début du XXe siècle, quelque part au large des côtes d'Afrique de l'Ouest, un bateau à vapeur allemand quittait son port. Soudain, le temps s'est brutalement dégradé et le navire s'est enfoncé dans un épais brouillard. Le bâtiment s'est échoué contre un banc de sable proche du rivage. Heureusement, personne n'a été blessé et les marins ont même pu sauver leur précieuse cargaison. Mais le bateau était définitivement coincé. Et il n'était pas le seul. Presque toute la longueur de la côte ouest de Namibie est appelée la côte des squelettes. Et si son nom semble sinistre, c'est parce qu'elle l'est elle-même. Cette plage, longue de 1570 km, fait partie des endroits les plus dangereux de la planète. Les tribus bushmen locales entretiennent la croyance selon laquelle leur divinité tutélaire aurait créé cette terre lors d'un accès de furie. Les Portugais ont été les premiers Européens à poser le pied en Namibie au XVe siècle. Et non, ils n'aimaient pas non plus la côte des squelettes. Les exportateurs portugais pensaient que cette terre abritait les portes du monde souterrain. C'est l'endroit où le désert du Namib rencontre l'océan Atlantique. Il n'y fait peut-être pas bon naviguer, mais c'est un lieu magnifique, ainsi qu'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si quelqu'un devait assurer la promotion de la côte des squelettes, il démissionnerait dès le premier jour. La région n'est pas vraiment touristique, en raison de sa géographie et de son histoire. Sous le sable et sous les vagues, un courant océanique secret guette les marins qui ne se doutent de rien. Il s'agit du courant Benguela. Il coule vers le nord, le long de la côte sud-africaine. Cette partie de l'Atlantique est riche en vie marine, mais la terre désolée qui l'aborde n'a pas vraiment gagné au change. C'est ce climat aride qui a créé le désert du Namib, l'une des régions les plus sèches de la planète. Et cette vie marine dont on vient de parler, ce sont des requins. 11 espèces d'entre eux pour être précis. Et oui, même le grand requin blanc y pointe le bout de son nez de temps à autre. Pour l'instant, nous avons un paysage désertique, de forts courants et des requins. Ce n'est certainement pas le lieu idéal pour une station balnéaire. Mais si quelqu'un se retrouve sur la côte des squelettes, saura-t-il qu'il court un grand danger? Ne t'inquiète pas, il s'en rendra bien compte par lui-même. La plage est jonchée d'épaves de toute taille et de toutes origines. Si tu te souviens du navire allemand dont on a parlé au tout début, sa poupe massive et rouillée dépasse maintenant des sables du désert. Au total, quelques 500 épaves sont disséminées le long de la côte. Et c'est une foule hétéroclite, des galions portugais vieux de plusieurs siècles aux navires qui s'y sont échoués à notre époque. Un bateau de pêche moderne, baptisé le Zeila India, a trouvé le moyen d'échapper à son câble de remorquage en 2008 pour se retrouver échoué sur la côte des squelettes. Certes, il ne s'est pas vraiment échappé tout seul, et les éléments l'y ont un peu aidé. Mais il vaut mieux être une attraction touristique sur la plage que d'être démantelé pour sa ferraille. Et c'est d'ailleurs ce qui attendait initialement ce pauvre chalutier. Le résident le plus célèbre de la côte des squelettes est l'épave du Dunedin Star. Ce cargo britannique s'est échoué ici en 1942. La vaste opération de sauvetage qui a suivi révèle pourquoi il est si dangereux pour les marins de s'aventurer ici. Les secours ont réussi à sauver tous les membres de l'équipage ainsi que les passagers. Mais à quel prix? Un avion et un remorqueur ont été perdus au cours de l'opération et il aura fallu 2 mois aux derniers des sauveteurs pour rentrer chez eux au Cap, en Afrique du Sud. Pourquoi, te demandes-tu? Un simple coup d'œil sur une carte de la région permet de le comprendre. C'est une immense étendue de jaune, autrement dit de sable.
Il y a si peu de routes ici que la côte des Squelettes est presque inaccessible par voie terrestre. Et il existe aussi quelques obstacles juridiques. Un permis spécial est exigé pour conduire dans la région. Mais les squelettes qui donnent son nom à la zone ne font pas seulement référence aux bateaux. Ils évoquent également des ossements d'animaux, dont la plupart appartenaient à des baleines et à des phoques. De nombreuses créatures se sont adaptées à la région, et c'est pourquoi les lions et les hyènes parcourent le littoral en quête de nourriture. Et oui, maintenant il y a aussi des lions affamés, comme si les requins ne suffisaient pas. Les éléphants, les guépards, les léopards et les girafes sont d'autres animaux qui élisent temporairement domicile sur la côte des Squelettes. En 1971, les autorités namibiennes y ont créé un parc national. Mais à part des surfeurs adeptes d'adrénaline, ils ne reçoivent pas beaucoup de visiteurs. On peut comprendre pourquoi. Le désert du Namib est le plus vieux désert du monde et il n'est pas non plus très touristique. Ceux qui se rendent dans la région doivent emporter de la crème solaire et une chaude veste d'hiver. Une étrange combinaison, n'est-ce pas ? Eh bien, pas tant que ça, quand on pense que pendant la journée, les températures grimpent en flèche jusqu'à plus de 45 degrés. Et la nuit, la température de l'air descend en dessous de zéro. De vraies montagnes russes climatiques. Et ce n'est pas là le dernier péril, il y en a encore d'autres. Tu te souviens de ce navire allemand qui s'est perdu dans un épais brouillard ? Ce n'était pas un événement isolé. En raison du climat de la région, le brouillard apparaît très fréquemment. Voilà qui fera une belle jambe aux marins, mais ce brouillard est en fait bénéfique pour la faune. Il s'agit de la seule source d'eau du désert namibien. Les reptiles et les mammifères se sont adaptés à ce climat rude et ils utilisent le moins d'eau possible. Des sables changeants, un épais brouillard, des courants puissants, des lions et des requins. Ce n'est pas ce que tu mettrais en avant dans une brochure touristique. Mais la côte des Squelettes n'est pas la seule plage sur Terre où tu ne voudrais vraiment pas passer tes vacances. On t'emmène maintenant à Cap Tribulation en Australie. Cette zone s'étend sur quelques 125 km² au nord-ouest du continent, dans la région du Queensland. Et non, la région n'est pas aussi aride que la côte des Squelettes. Elle est englobée par la forêt tropicale de Daintree. On peut dire qu'ici, c'est la jungle et non le désert qui rencontre l'océan. La plage de Cap Tribulation semble tout droit sortir d'une carte postale, mais les apparences peuvent être parfois trompeuses. L'Australie ? Des requins sans aucun doute. Eh bien non, ce sont les crocodiles qui s'occuperont de toi si tu décides d'aller faire un plongeon dans la mer. Ce sont des crocodiles marins que les habitants surnomment Salties. Un joli surnom pour un reptile aussi féroce. Et il n'y a pas que. La faune locale semble avoir plus d'une dent contre les visiteurs. D'octobre à juin, les eaux autour du Cap Tribulation regorgent de méduses boîtes. Leur venin affecte le système cardiovasculaire humain. Lorsqu'ils sont piqués par une méduse en mer, les nageurs n'ont pas le temps de rejoindre la terre ferme pour recevoir de l'aide. Le vinaigre aide toutefois à neutraliser la piqûre, mieux vaut donc en garder une bouteille à portée de main. Les crocodiles et les méduses ont l'air dangereux, mais il y a un autre animal auquel il faut faire attention. Il s'agit des sangliers sauvages. Cela peut sembler comique, mais tu ne riras pas lorsque tu seras poursuivi par l'un d'entre eux sur la plage. 21 millions de sangliers vivent en Australie. Ils sont surtout actifs la nuit, ce qui rend la situation encore plus dangereuse lorsqu'ils te chargent. La meilleure défense consiste à tourner en rond. Les sangliers ne savent pas très bien négocier les virages. C'est probablement pourquoi on n'en voit pas beaucoup faire carrière dans le sport automobile. Cap Tribulation recèle un dernier danger, et cette fois, ce n'est pas un animal. Ici, même les arbres se liguent contre les intrus. Le Gympie Gympie a beau avoir un nom rigolo, si tu essaies de cueillir l'une de ces magnifiques baies rouges, il se défendra. Ces piquants sont comme de minuscules éclats de verre, et leur effet désagréable sur ta peau durera plus d'1 mois. Il y a aussi l'arbuste Wait a While. On se demande qui trouve tous ces noms à coucher dehors. Les longues lianes de ce palmier grimpant sont pourvues de pointes qui s'accrochent aisément et ne relâchent rien. Elles sont si robustes qu'elles peuvent faire tomber un homme d'un cheval. Et il n'aura d'autre choix que d'attendre que quelqu'un vienne le sauver de cette situation épineuse. Si tu étais sur le point de rayer cette plage australienne de ta liste de vacances, attends juste un instant. Le tourisme, ici, est en plein essor. Les autorités locales ont restreint l'accès à toutes les zones dangereuses et les visiteurs sont invités à se baigner dans ces trous d'eau paradisiaques entourés d'une végétation luxuriante. Il y a même des cordes pour se balancer. Voilà une plage sur laquelle on peut enfin se détendre.
Le film Les Dents de la Mer est sorti en 1975. Et depuis, les gens ont une peur bleue des requins. Certains craignent de voir la tête d'un requin sortir de leur pommeau de douche. Ou pire, d'en croiser un à la piscine. Bien sûr, rien de tout cela n'était réellement possible. Mais pas mal de choses effrayantes le sont. Par exemple, oui, les requins peuvent attaquer les bateaux. Ils ne réussissent généralement pas à les faire couler. Cela dépend de la taille du requin et de la taille du bateau. Aujourd'hui, nous allons étudier les faits et les mythes concernant l'un des plus grands prédateurs. Nous sommes en 1953. Par une belle matinée de juillet, deux amis partent à la pêche au homard. Ils naviguent sur leur Doris à coque blanche au large de l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse au Canada. Comme c'est la saison du homard, la mer est parsemée de ces petites embarcations. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange se produit. Dès qu'ils montent à bord de leur Doris, ils remarquent une grande nageoire dorsale qui les suit. Et surprise, le requin suit chacun des mouvements du bateau. Pendant toute une semaine, ils sortent leur Doris blanc du port, et le requin les suit partout, jusqu'à ce qu'un matin, alors que les hommes sont seuls en mer, le requin fonce à toute vitesse vers leur embarcation et perce un trou de 18 cm dans sa coque. Le bateau se retourne et les deux hommes tombent à l'eau. Le requin ne s'en prend cependant pas à eux. Il s'éloigne soudainement et disparaît pour toujours. Pour clarifier, un Doris est un petit bateau fragile mesurant généralement entre 5 et 7 mètres de long. Quelle taille devait donc faire ce requin pour réussir à le faire couler ? Une fois le bateau récupéré dans l'océan, les chercheurs ont trouvé quelque chose d'intéressant. L'une des dents du requin s'était coincée dans la coque. Selon les experts de Harvard qui ont analysé la dent, elle appartenait très certainement à un requin blanc de 4 mètres pesant environ 540 kg. Mais une chose a beaucoup intrigué les scientifiques. Le requin blanc ne semblait pas s'intéresser aux deux hommes, mais plutôt au bateau lui-même. Pourquoi donc ? Certaines personnes supposent que ce requin suivait le Doris parce qu'il était blanc, et l'animal se disait qu'il s'agissait d'un gros mammifère. Ce n'était pas le premier bateau à être attaqué par un requin. Tu vois, les requins ne cherchent pas à couler les bateaux parce qu'ils sont méchants et malfaisants. C'est plutôt à cause des eaux troubles et des matériaux durs. Ils prennent des objets inanimés pour de la nourriture. Mais les choses sont différentes dans la culture populaire. Dans Les Dents de la Mer, le requin réussit à percer plusieurs trous dans l'orca. L'orca est un bateau de pêche de style néo-écossais, fait de planches de bois. Ce n'est pas un bateau énorme. Il semble donc plausible qu'un grand requin blanc puisse l'attaquer. Mais selon les experts, ce n'est pas vraisemblable. Un grand requin nageant à sa vitesse maximale ne serait pas capable d'abattre un bateau de pêche de taille moyenne. Et il en va bien sûr de même pour les bateaux plus grands. Certains requins bulldog ou grands blancs peuvent donc cependant retourner des embarcations plus petites, comme des kayaks ou des petits bateaux. Mais c'est en général parce qu'ils croient qu'il s'agit d'un mammifère et qu'ils veulent le manger. Les scientifiques ignorent pourquoi ils font cela. Mais il s'agit généralement d'un malentendu de la part de l'animal. Le Comité de recherche sur les requins, un organisme scientifique à but non lucratif, a documenté de nombreuses attaques sur des objets inanimés et tenté de répondre à cette question de manière plus approfondie. Jusqu'à présent, ils ont observé plusieurs attaques sur des objets tels que des bouées et des flotteurs gonflables. Leur site internet fait également état de 2 attaques de bateaux. La première a eu lieu en 1959. Un requin a laissé une dent sur la coque d'un bateau. Les chercheurs l'ont identifié comme appartenant à un requin blanc de 4 mètres. Le rapport de l'autre attaque, qui s'est produite en 1989, affirme qu'un requin a tourné un moment autour d'un bateau avant de foncer dessus à pleine vitesse et de le frapper à plusieurs reprises. Bien sûr, ceux qui souffrent le plus des attaques et des rencontres avec les requins ne sont pas les bateaux, ce sont les surfeurs. Pour autant que nous le sachions, les surfeurs ressemblent à des phoques géants du point de vue des requins. Selon ce même comité de recherche, il y a 41 attaques de requins confirmées sur la côte ouest de l'Amérique du Nord au cours du siècle dernier. Alors, devons-nous savoir si peur des requins après tout?
Apprenons à mieux connaître ces magnificos créatures marines. Combien d'espèces de requins peux-tu nommer? 4, 8, 10. Sache que plus de 500 espèces de requins nagent dans nos océans. Elles vont de spécimens minuscules, de la taille d'une main humaine, à des créatures mesurant jusqu'à 12 mètres de long. Les plus imposants de tous ne sont pas les grands blancs mais les requins-baleines. Et même ceux-là sont petits comparés aux formidables mégalodons. Cette ancienne créature, qui vivait il y a environ 20 millions d'années, atteignait la longueur inimaginable de 18 mètres. À titre de comparaison, cela équivaut à 2 ou 3 autobus. Je ne me baignerai pas dans des eaux infestées de mégalodons pour tout l'or du monde. Nous savons que les requins sont de très bons chasseurs. Et pourquoi? Leur corps semble avoir été stratégiquement construit pour la vitesse. Au lieu d'avoir un squelette osseux, comme nous les humains, les requins ont un squelette cartilagineux, ce qui les rend beaucoup plus légers et aussi super rapides. Chaque espèce de requin chasse en fonction de ses besoins nutritionnels. Ainsi, les requins d'environ 1 mètre ont un régime alimentaire à base de poissons. Quand ils sont plus gros, ils se nourrissent d'animaux plus grands, comme les lions de mer et les phoques. Au cours de leur vie, certaines espèces peuvent perdre plus de 30 000 dents. Contrairement aux humains, qui naissent avec un nombre déterminé de dents, les requins ont un stock apparemment illimité. Mais il est vrai qu'ils perdent leurs dents assez facilement, car elles peuvent se coincer dans le corps de leur proie. Ils ont aussi plusieurs rangées de dents. La mâchoire d'un requin blanc peut contenir jusqu'à 7 rangées de dents et atteindre des dimensions considérables. Et puisque nous parlons de grands blancs, l'espèce de requin la plus redoutée, voici Ray. Ray est un requin blanc adulte. Il peut nager jusqu'à 80 km par jour, il a donc besoin de beaucoup de graisse. Ce qui est amusant avec Ray, c'est que lorsqu'il ouvre ses mâchoires pour chasser, ses yeux se renversent en même temps que sa tête, ce qui fait qu'il ne voit plus rien lorsqu'il prend une bouchée. Mais il aime bien quand l'eau est trouble et que la visibilité sous l'eau est faible, parce qu'il est alors plus difficile pour ses proies de le repérer. Dans ces conditions, il lui est plus facile d'attraper tous ces délicieux phoques. Mais du coup, il lui arrive aussi de prendre un bateau pour quelque chose de comestible et d'effrayer les humains. Certains films hollywoodiens adorent représenter les requins comme dotés de super pouvoirs. Bien qu'ils ne soient pas naturellement cruels, il existe une espèce qui possède quelque chose qu'on peut considérer comme bizarre. Le requin marteau, l'une des espèces les plus dangereuses, est doué d'une sorte de 6e sens. À l'intérieur de sa tête, il a des organes électrorécepteurs appelés ampoules de Lorenzini. Ces organes lui permettent de détecter les champs électromagnétiques de tous les êtres vivants dans l'océan. Cela augmente ses capacités de chasse. Il lui est même possible de trouver des proies cachées dans le sable. Tu dois savoir une chose, si un requin vit dans un écosystème équilibré, il ne s'attaquera pas à des choses inconnues, mais ce sont des animaux curieux. Alors peut-être devrions-nous être un peu plus indulgents à leur égard lorsqu'ils donnent un coup de dent dans la coque d'un bateau. En tant que marin expérimenté et premier homme à avoir jamais navigué seul sans escale autour de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, Matt Rutherford a vu beaucoup de choses au cours de ses voyages. Mais ce qu'il a vu en 2013, alors qu'il naviguait dans les eaux de l'Atlantique avec son collègue, se démarque sans aucun doute. À quelques 1300 km des côtes des Bermudes, non loin du célèbre triangle, ils ont remarqué un bateau qui semblait se déplacer tout seul. Ses voiles n'étaient pas hissées et son moteur ne tournait pas. Nos 2 marins ont alors décidé de voir si on avait besoin de leur aide, et ils se sont donc approchés du mystérieux navire. Une fois sur place, les choses sont devenues encore plus étranges. Ils ont réalisé qu'il n'y avait personne à bord. Rutherford a commencé à filmer pour documenter leur découverte. Le bateau avait l'air terriblement abandonné et ils s'attendaient à y trouver des choses plutôt effrayantes. Mais cela ne les a pas empêchés de le fouiller de fond en comble. Le bateau, du nom de Wolfhound, était tout ce qu'il y a de plus haut de gamme. Il devait valoir des centaines de milliers de dollars.
C'était étrange de l'avoir trouvé ainsi flottant tout seul au milieu de l'océan. On aurait dit que la personne qui l'avait laissé là était partie précipitamment. Il y avait des vêtements et d'autres effets personnels partout dans la cabine principale. Le plafond s'était en partie écroulé et des tiroirs s'étaient ouverts. Les courageux marins décidèrent de remorquer le bateau jusqu'aux Bermudes. Ce ne fut pas facile car il était plus grand et plus lourd que leur propre navire. Au bout de plusieurs jours, l'équipage commença à manquer de carburant et demanda à un cargo de passage de les ravitailler. Ils continuèrent ensuite à tirer le Wolfhound jusqu'à ce que le câble de remorquage se prenne dans le gouvernail et qu'ils réalisent qu'ils risquaient de s'échouer dans le triangle des Bermudes. Ils durent donc abandonner le navire. Ce qui s'est réellement passé et comment le Wolfhound s'est retrouvé au milieu de l'océan restera probablement une énigme. La rumeur veut qu'il ait appartenu à un membre du Royal Irish Yacht Club. Le bateau effectuait son premier voyage du Connecticut aux Bermudes et à Antigua. Il s'était retrouvé dans une terrible tempête à environ 640 km du Delaware. Les vents étaient si violents que le yacht avait été renversé à 2 reprises. Un cargo grec avait secouru l'équipage et laissé le bateau avec une balise de détresse allumée. Les passagers avaient déclaré avoir vu leur bateau couler, ce qui ne fait qu'approfondir le mystère. Comment était-il remonté à la surface? Le triangle des Bermudes a-t-il quelque chose à voir avec toute cette histoire? Christophe Colomb lui-même a signalé une activité inhabituelle de sa boussole dans cette zone mystérieuse, alors qu'il était en route pour le Nouveau Monde. Bien que plus de 50 navires et 20 avions aient disparu dans cette zone, celle-ci reste l'une des voies maritimes les plus fréquentées sur la planète. Certains sceptiques pensent que cela seul suffit à résoudre le mystère du célèbre triangle. Leur théorie est que plus une zone est fréquentée, plus il s'y produit d'accidents. Mais là encore, ce n'est pas le nombre de disparitions qui rend l'endroit si mystérieux, c'est l'absence d'explication et l'impossibilité de retrouver certaines épaves. Le premier navire dont la disparition fut confirmée dans le triangle des Bermudes est l'USS Pickering. En 1800, il quitta les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Le navire entra dans le triangle des Bermudes avec 90 hommes à bord. Depuis, personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. L'explication la plus répandue est que le bateau a été emporté par une tempête. Mais comme aucune épave n'a été retrouvée, nous n'en aurons jamais la certitude. Le plus grand navire qui ait jamais disparu dans cette zone mystérieuse est l'USS Cyclops. En mars 1918, avec à son bord un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire a pénétré dans le triangle des Bermudes et s'est tout simplement volatilisé, ou plutôt, a sombré dans les fonds marins. On n'a jamais reçu aucun signal de détresse du Cyclops, qui a disparu sans laisser de traces. Le triangle des Bermudes n'est pas le seul endroit au monde où des navires disparaissent et refont mystérieusement surface. L'une des histoires de bateaux fantômes les plus célèbres est celle du SS Beishimo. Ce grand cargo à vapeur fut construit en Suède. Le 1er octobre 1931, il se retrouva pris dans la banquise. Son équipage décida d'attendre et parvint à se libérer au bout de quelques jours, pour se retrouver à nouveau piégés moins d'une semaine plus tard. Cette fois, ils ne parvinront pas à s'en sortir. Les secours se rendirent sur place par avion et sauvèrent 22 des membres de l'équipage. Les 15 autres restèrent dans un abri de fortune non loin du navire. Ils voulaient attendre le printemps et remonter à bord. Fin novembre, un fort blizzard s'abattit sur la région. Une fois le calme revenu, le Beishimo semblait avoir été emporté par la tempête. Le capitaine se dit qu'il avait dû se briser et couler. Mais quelques jours plus tard, un chasseur les informa qu'il avait vu le navire à environ 72 km de leur camp. L'équipage réussit à retrouver le navire et à y récupérer sa cargaison la plus précieuse. Il craignait que le Beishimo ne passe pas l'hiver, mais finalement, il survécut. Une fois la glace disparue, il se mit à flotter et à dériver le long des côtes du Canada et de l'Alaska.
De nombreuses personnes ont rapporté avoir vu le bateau fantôme. Certains ont même essayé de monter à bord afin de le sauver, mais les conditions ne l'ont jamais permis. La dernière fois que quelqu'un a vu le SS Beichimo, c'était en 1969, 38 ans après que son équipage l'ait abandonné. Il est possible qu'il dérive encore quelque part. L'histoire du MV Joyita se déroule dans le Pacifique Sud. Le navire était à l'origine un luxueux yacht de bois. Après être passé pendant 20 ans entre différentes mains, il fut transformé en navire marchand. En 1955, il entama un voyage commercial qui devait durer environ 2 jours. Mais il n'atteignit pas sa destination à temps, et personne ne s'en inquiéta immédiatement, car c'est une chose courante en haute mer. Un jour plus tard, et en l'absence de signaux de détresse, il devint évident qu'il se passait quelque chose de grave. Il y avait 25 personnes à bord et leurs familles voulaient en les retrouver. Une équipe de sauvetage travailla d'arrache-pied pendant 6 jours à la recherche du navire ou de son épave dans une zone de près de 260 000 km², soit 1,5 fois la superficie de la Floride. Malheureusement, la mission se solda par un échec. Il semble que le Joyita ait disparu sans laisser de traces. Un mois plus tard, un autre navire marchand aperçut le Joyita à la dérive dans l'océan, et ce à des kilomètres et des kilomètres de sa route initiale. Mais aucun membre de l'équipage ni aucun passager n'était à bord. Sa cargaison avait également disparu. Les canaux de sauvetage n'étaient montés plus là non plus. Les gens avaient donc dû s'échapper du navire dans l'espoir de se sauver. On apprit que l'équipage avait tenté d'appeler à l'aide en réglant la radio sur le canal de détresse international. Mais un câble endommagé les avait empêchés d'envoyer leur signal à plus de 3 km. Il semble également qu'en quittant le navire, l'équipage ait emporté le journal de bord. Et nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu du Joyita. Les familles de ceux qui se trouvaient à bord cherchent toujours des réponses. Un professeur affirme qu'un tuyau aurait fui et inondé le navire. Mais nous ne le saurons probablement jamais. Dans l'océan Pacifique, près du Japon, il existe une zone surnommée la mer du diable. Il y aurait là l'un des 12 tourbillons les plus dangereux de la planète. Certains prétendent que ces zones sont le siège de phénomènes étranges parce que l'attraction des ondes électromagnétiques de la Terre y est plus forte que partout ailleurs. Le navire le plus célèbre à avoir disparu dans la région est un patrouilleur de pêche, Kaiomaru No. 5, en 1952. Le navire s'était rendu sur place pour enquêter sur les navires disparus et il disparut lui-même avec ses 31 membres d'équipage. Les scientifiques qui ne croient pas au mystère évoquent l'éruption d'un volcan sous-marin. Un épais brouillard se lève sur l'océan tandis que le soleil descend lentement sur l'horizon. Il est difficile de voir à plus de quelques dizaines de mètres devant soi, mais c'est suffisant pour distinguer une forme squelettique et imposante au loin. Alors que ton navire s'approche de la silhouette, ton cœur se met à battre plus vite, et enfin tu devines les contours d'un autre navire, abandonné à en juger par son apparence. Les bateaux fantômes existent, et leurs mystères n'ont pas toujours été résolus. Celui du MV Joyita par exemple, c'était un yacht de luxe, fait de bois et construit en 1931. Il est passé de main en main pendant plus de 20 ans avant d'être racheté par un marin des îles Samoa et d'être transformé en un navire marchand. En 1955, cependant, le service du Joyita a connu une fin abrupte et mystérieuse. Le 3 octobre, il a pris mer pour un énième voyage commercial. Celui-ci n'aurait pas dû prendre plus de 48 heures. Les retards sont courants en mer. Alors que le Joyita n'est pas arrivé comme prévu le 5 octobre, on ne s'en est pas tout de suite inquiété. Mais il n'est pas arrivé non plus le jour suivant. Et on ne détectait aucun signal de détresse, ni un quelconque signe de la présence du Joyita entre ses points de départ et d'arrivée. Une équipe de recherche et de sauvetage a alors été envoyée pour retrouver le navire, et pendant 6 jours, elle a parcouru la zone de près de 259 000 km². Le 12 octobre, la mission est revenue à la base sans l'avoir retrouvé. Le Joyita avait disparu sans laisser de traces. Ce n'est qu'un mois plus tard que les personnes à bord d'un autre navire marchand, le Tuvalu, ont repéré le navire disparu, dérivant loin de sa route en haute mer et gîtant fortement. Les marins sont montés à bord du navire et ont découvert que tout son équipage, ainsi que ses passagers, 25 personnes au total, avaient disparu, de même que la totalité de la cargaison que le navire transportait.
Sa radio était réglée sur le canal de détresse international, ce qui signifie que l'équipage avait essayé d'appeler à l'aide. Mais il n'avait pu joindre personne car le câble radio avait été endommagé, limitant sa portée à guère plus de 3 km. Les canaux de sauvetage avaient également disparu, ce qui indique que les passagers avaient réussi à quitter le navire. Malheureusement, ils avaient emporté le journal de bord avec eux, laissant l'équipage de sauvetage désemparé et sans ressources pour leurs recherches. Aujourd'hui encore, le mystère du MV Royita n'a pas encore été résolu. Personne ne sait où l'équipage et les passagers sont allés, ni ce qui les a poussés à partir. Le SV Carroll A. Deering n'est pas un bateau fantôme au sens habituel du terme. On ne l'a jamais vu en pleine mer. Au lieu de cela, il a été retrouvé sur un rivage, mais les circonstances de son échouage demeurent une énigme entourée de mystères. Le Carroll A. Deering avait été construit en 1919 dans le Maine. C'était un grand navire conçu pour les voyages commerciaux. Malheureusement, malgré son coût de construction très élevé, il n'a servi qu'un an avant son dernier voyage. Le 19 juillet 1920. Le navire se rendait de Porto Rico à Rio de Janeiro via Newport News pour livrer une cargaison de charbon. Il était presque à mi-chemin de sa destination finale lorsque le capitaine est tombé gravement malade et l'équipage a fait demi-tour pour le déposer, lui et son fils, et lui trouver un remplaçant. Le voyage s'est déroulé sans incident, mais quand ils sont arrivés à la Barbade en décembre pour le réapprovisionnement, une atmosphère étrange régnait au sein de l'équipage. Le second ne semblait pas très content du nouveau capitaine. Personne n'y a prêté attention à l'époque, et peut-être on aurait dû y apporter plus d'importance. On a aperçu pour la dernière fois le Carroll A. Deering en mer le 28 janvier 1921, lorsqu'un bateau phare l'a repéré au large des côtes de Caroline du Nord. Il y avait de l'agitation sur le pont arrière du navire, où l'équipage n'était normalement pas autorisé. Puis, les passagers d'un autre navire l'ont aperçu, mais il n'y avait déjà plus personne sur les ponts. Le 31 janvier, le navire marchand a été retrouvé échoué dans les Diamond Shoals, un site tristement célèbre pour les nombreux naufrages qui s'y produisent depuis des siècles. Lorsque l'équipe de recherche et de sauvetage est montée à bord, elle a trouvé le navire abandonné, le journal de bord et les effets personnels de l'équipage disparus avec les 2 canots de sauvetage. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé à bord du Carroll A. Deering en ce terrible mois de janvier. Selon la version la plus largement admise, une mutinerie aurait eu lieu. Nous ne découvrirons peut-être jamais la vérité. Le SS Baichimo est peut-être l'un des navires fantômes les plus remarquables de l'histoire. Ce grand cargo à vapeur a été construit en 1914 en Suède et a été en service pendant plus de 16 ans. Échangeant des provisions contre dépôt avec les tribus natives d'Alaska et du Canada. Mais le 1er octobre 1931, le Baichimo s'est retrouvé pris dans la banquise. Au début, l'équipage a cru qu'il lui suffirait d'attendre et qu'il pourrait poursuivre sa route, car le navire s'est libéré en quelques jours. Mais moins d'une semaine plus tard, il s'est de nouveau échoué, et cette fois pour de bon. Une semaine après ça, une équipe de sauvetage a été envoyée pour récupérer 22 des membres de l'équipage du Baichimo, tandis que 15 autres resteraient à bord pour attendre que l'hiver passe et rentrer avec le navire. Mais un mois plus tard, après un puissant blizzard, les marins sont sortis de leurs abris pour découvrir que le navire avait disparu. Par chance, un chasseur autochtone leur a dit peu après que le Baichimo n'était pas encore perdu. Ils l'avaient vu à environ 72 km de l'endroit où ils étaient stationnés. Ils ont réussi à le retrouver, mais ont décidé que le navire ne survivrait pas à l'hiver. Alors ils ont emporté ce qui se trouvait de plus précieux dans la cargaison et l'ont abandonné. Ils avaient tort cependant. Le SS Baichimo a survécu à cet hiver, et aux nombreux autres qui ont suivi. Lorsque la glace s'est brisée, il a pris la mer tout seul, dérivant le long des côtes du Canada et de l'Alaska. Plusieurs personnes ont aperçu le bateau fantôme, parfois à la dérive en pleine mer, d'autres fois bloqué dans la banquise. À plusieurs reprises, des gens ont tenté de monter à bord et de le récupérer, mais les conditions météorologiques et le manque d'équipement les en ont chaque fois empêchés. Le SS Baichimo a été aperçu pour la dernière fois par des autochtones d'Alaska en 1969, 38 ans après son abandon. Ce qu'il est devenu par la suite, nul ne le sait. L'histoire du SS Ouran-Médan est l'une des plus déroutantes et des plus déchirantes du XXe siècle. Personne ne sait même avec certitude si ce navire a jamais existé. Il n'a pas été enregistré dans le Lloyd's Register, le registre international des navires. Alors, soit il s'agit d'une histoire à dormir debout, soit le navire n'a jamais été enregistré officiellement, pour des raisons plutôt louches. Dans tous les cas, nombreux sont les récits sur le destin du Médan. Selon la plupart des témoignages, il transportait une cargaison dans les eaux indonésiennes, lorsqu'un appel de détresse a été reçu par un autre navire à proximité.
L'officier de service a entendu un message SOS, mais son contenu varie selon les versions. Le message ne s'est pas répété et l'équipage du Médan n'a répondu à aucune tentative de contact. Le navire qui a reçu l'appel de détresse s'est précipité à son secours, mais n'a atteint le navire que le lendemain, alors qu'il dérivait déjà et gitait légèrement. Lorsque les sauveteurs sont montés à bord, ils ont constaté qu'aucun membre de l'équipage n'avait survécu. Cependant, il manquait un canot de sauvetage, ce qui veut dire qu'au moins un membre de l'équipage avait réussi à s'échapper. Ce qui est arrivé au reste des personnes présentes à bord demeure un mystère à ce jour. On ne sait toujours rien de concret sur cette histoire, et nous ne saurons peut-être jamais si le SS Orang Medan a réellement existé ou s'il ne s'agit que d'une fiction. Le SV Zebrina était une barge à voile, pourvue de 3 mâts, construite en 1873 pour effectuer des voyages commerciaux fluviaux en Amérique du Sud. Elle a servi pendant plus de 4 décennies, prouvant sa solidité et sa fiabilité. Elle a ensuite été transférée en Europe, où elle a continué son service de manière exemplaire. Mais en octobre 1917, le Zebrina a pris la mer pour un voyage ordinaire et a été retrouvé échoué quelques jours plus tard. Mystérieusement, étant donné que le navire était parfaitement intact, l'équipage de 5 personnes ainsi que le capitaine avaient disparu. Il n'existe aucun témoignage direct, ni aucun fait concret sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. La théorie la plus convaincante est que l'équipage a été emporté par une explosion sous-marine. Et que le navire a ensuite pris la mer sans eux. Mais la vérité, comme toujours, demeure incertaine. Quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas, on y est presque. 2 chercheurs de trésors creusent le sol gelé dans un champ de maïs pendant la nuit. Il pleut à verse, des éclairs illuminent le ciel, mais les 2 hommes continuent de travailler. Et juste à ce moment, leur pelle heurte quelque chose de dur, incroyable, un coffre au trésor. Ils creusent de plus belle et découvrent un morceau de moteur de bateau. Quoi? Loin des mers et de tout lac, quelque part sous les champs de Kansas City, ils ont découvert un énorme navire naufragé. Mais comment est-ce possible? C'est ce que nous allons voir. Il y a des gens qui passent leur vie à chercher des épaves de navires enfouis avec leurs trésors. L'un d'eux est l'explorateur David Hawley. Il traque de tels vestiges loin des mers, des rivières et des océans depuis de nombreuses années, et il fait cela parce qu'il a le goût de l'aventure. Les cales de ces bateaux peuvent contenir de l'or, des antiquités et autres artefacts, et l'on peut en tirer beaucoup d'argent. David nous dit justement que vous n'avez pas besoin de vous rendre en haute mer pour découvrir un navire englouti. Il pourrait être tapi sous votre jardin. Mais pourquoi ces navires finissent-ils enterrés au beau milieu des champs, des fermes et des plaines? Découvrons-le en prenant exemple sur le bateau à vapeur Great White Arabia. Selon d'anciens documents et articles de journaux, ce navire transportait environ 200 tonnes de biens avant de sombrer en 1856. De nombreuses légendes locales prétendaient que le navire était enfoui sous terre, à quelques kilomètres au nord-est de Kansas City. Il se trouvait là parce que l'on avait délibérément détourné le cours de la rivière Missouri dans la seconde moitié du 19e siècle. On a artificiellement rapproché les rives l'une de l'autre et rétréci le cours d'eau pour augmenter son débit, afin que les bateaux puissent naviguer beaucoup plus rapidement. Au 19e siècle, les bateaux à vapeur étaient le moyen de transport de passagers et de marchandises le plus répandu. Avant l'arrivée du chemin de fer, la frontière occidentale des États-Unis a été étendue au-delà du Mississippi et du Missouri, lesquels servaient à acheminer les marchandises. C'est pourquoi il était si important d'augmenter leur vitesse. Ainsi, le 5 septembre 1856, l'Arabia naviguait le long de l'estuaire, quand il a heurté un tronc d'arbre dépassant de l'eau. Celui-ci a perforé la coque, inondant rapidement le navire. Heureusement, tous les passagers ont été évacués. Mais le bateau à vapeur et sa précieuse cargaison ont terminé au fond du Missouri en quelques minutes. Plusieurs années s'étaient écoulées. Tout le monde avait oublié le navire. Pendant ce temps, le cours du Missouri avait changé, mais l'Arabia demeurait sous son lit humide et boueux. Le niveau du sol au-dessus s'est élevé peu à peu, et le sol a perdu son humidité. En bout de compte, plusieurs décennies plus tard, on a fini par planter un champ de maïs au-dessus du navire englouti. Dans les années 80, un fermier possédait ce terrain, et il n'avait aucune idée de ce qui y était caché. David Hawley a soigneusement étudié l'histoire des épaves américaines. Il savait que des centaines de bateaux à vapeur avaient sombré un peu partout dans le Missouri. Mais, par-dessus tout, il s'intéressait à l'Arabia.
car des rumeurs prétendaient qu'il était rempli d'or et d'autres objets de valeur. Les champs de maïs du Missouri étaient vastes, mais David Hawley savait comment les sonder. Il s'est mis au travail en 1987. Avec son frère et son père tout d'abord, ils ont collecté toutes les vieilles coupures de journaux qu'ils ont pu trouver. Ils recherchaient non seulement des informations sur ce bateau à vapeur, mais aussi des cartes d'époque de la rivière Missouri. Ils en ont suivi les changements, comparé les dates et identifié une vaste zone où le bateau à vapeur aurait pu sombrer. Ensuite, ils ont eu recours à des tests électromagnétiques et d'autres techniques géologiques pour analyser le sol et trouver le bon endroit. Ils étaient à la recherche de variations dans l'humidité et la densité du sol. Puis, ils ont balayé la zone avec de puissants détecteurs de métaux. Ainsi, à l'automne 1988, ils avaient enfin déterminé l'emplacement du bateau à vapeur. L'Arabia mesurait la taille d'un terrain de football. Le gigantesque vaisseau gisait 14 mètres sous terre, soit 4 étages plus bas. Mais avant d'entamer les fouilles, ils ont dû demander l'autorisation au propriétaire du champ de maïs. Pour le fermier, cette nouvelle a été une sacrée surprise. Il a accepté, mais à condition que les fouilles soient terminées d'ici au printemps afin qu'il puisse semer une nouvelle récolte. Excaver un gigantesque navire en plein hiver est beaucoup plus difficile et coûteux qu'à d'autres périodes. Cela implique des coûts supplémentaires pour l'équipement, l'électricité et le chauffage. L'équipe a travaillé jour et nuit et ils ont financé les fouilles de leur propre poche. Chacun a investi plus de 10 000 $ et a dû contracter un emprunt. Finalement, ils ont commencé à distinguer les premiers détails du navire. Leurs pelles ont heurté le pont et les énormes chaudières du moteur. Ils avaient atteint leur but. L'essentiel de la cargaison retrouvée à l'intérieur de tels navires submergés est généralement endommagé, couvert de rouille, de boue et de coquillages. Mais le contenu de l'Arabia était en excellent état, si l'on considère que le navire avait coulé 130 ans auparavant. Hélas, ils n'ont pas trouvé d'or. Ils ont toutefois extrait plusieurs tonnes de cargaison. Les articles ménagères de gens qui vivaient au milieu du 19e siècle. C'était une véritable capsule temporelle. Le navire acheminait aussi des provisions pour des centaines, voire des milliers de personnes. Et tous ces objets étaient parfaitement conservés. Par exemple, on pouvait clairement déceler le tampon de la marque Goodyear Rubber Company sur une vieille chaussure en caoutchouc. Plus les fouilles se prolongeaient, plus David et son équipe découvrirent de choses. Dans les barils, ils ont retrouvé de la vaisselle du 19e siècle. Elle était intacte et prête à l'usage. Il y avait aussi des vêtements propres, des milliers de paires de chaussures, des harpons, des poêles à frire et des parapluies. Le navire transportait suffisamment de marchandises pour approvisionner environ 16 petites villes. Certes, ce n'est pas de l'or, mais de tels artefacts n'en sont pas moins précieux. Le contenu du navire aurait pu valoir des millions. Cependant, l'équipe n'avait aucune intention de le revendre. Ils ont donc fondé un musée sur le site d'un ancien marché aux primeurs de Kansas City. Si vous le visitez, vous aurez immédiatement l'impression d'être dans un grand magasin du 19e siècle. On y trouve des milliers d'articles en bon état. Même les allumettes sont encore assez sèches pour s'allumer. Il aura fallu de nombreuses années à David pour exposer la collection complète du Great White Arabia. Il en apprécie chaque article et se refuse à les céder. N'importe qui peut se rendre ici, s'acheter un billet et voyager dans le passé. Qui sait, peut-être qu'un vieux navire se planque aussi dans votre jardin. Des géologues ont retrouvé un ancien navire dans le désert aride de Namibie en 2008. Celui-ci naviguait à l'époque où les pirates harcelaient fréquemment les marins en mer. Et aujourd'hui, il se trouve dans une lagune asséchée. Ce navire avait quitté Lisbonne en 1533 et disparu avec tout son équipage près d'une petite mine de diamants. Après environ 500 ans, la coque était gravement endommagée. Seule la carcasse du navire demeurait. Mais le trésor caché à l'intérieur du vaisseau était resté intact. On a d'abord soigneusement étudié le bateau en essayant de ne rien abîmer. Et puis, 5 jours plus tard, on a retrouvé un vieux coffre dans la cale. En l'ouvrant avec précaution, on y a trouvé des pièces d'or. La valeur du navire a ainsi été estimée aux alentours de 10 millions de dollars. La cause exacte du naufrage reste inconnue. Mais les experts pensent que ce navire a pu sombrer en raison d'une cargaison trop lourde et d'une météo peu clémente. Il a terminé au fond de l'eau, lequel est par la suite devenu un désert. Certains découvrent un avion dans leur potager. D'autres retrouvent un navire.
et un homme a un jour trouvé un passage vers une ancienne cité secrète dans sa maison. Tout cela s'est produit en Turquie en 1963. Le propriétaire du bâtiment avait décidé d'effectuer quelques réparations. Il est donc allé à la cave et a abattu une cloison pour en faire un salon. Et ainsi, derrière le mur, il a trouvé un tunnel qui conduisait sous terre. L'homme a pensé que c'était une sorte de chambre secrète. Il est donc descendu là-bas et a réalisé que c'était bien plus que cela. C'était une ancienne cité profonde de 18 étages. Les gens l'avaient construite entre 780 et 1180 comme refuge contre les catastrophes et les invasions ennemies. Cet endroit dissimule également de nombreux tunnels souterrains qui s'étendent sur plusieurs kilomètres dans différentes directions. Les gens pouvaient accéder à la ville à partir de différents points en utilisant des passages secrets qui menaient à ces tunnels. La ville pourrait accueillir environ 20 000 résidents, du bétail et des tonnes de denrées alimentaires. Les archéologues y ont également retrouvé une chapelle, des écoles, des écuries et des cuisines communes. On dit que rien n'est jamais perdu. Et c'est vrai, découvrons des navires figés dans le temps. Le premier est vraiment fascinant. Voici l'épave d'Anticythère. C'est un navire de commerce grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est situé sur la côte est de l'île grecque d'Anticythère, au point de convergence des mers Égée et Méditerranée. Environ 2000 ans plus tard, en 1900, un groupe de plongeurs grecs à la recherche d'éponges a découvert l'épave. Ils se rendaient en Tunisie, mais ont été obligés de se mettre à l'abri d'une tempête sur une île voisine. Comme ils ne pouvaient aller nulle part à cause de la tempête, ils ont décidé de chercher des éponges jusqu'à ce que le temps se calme. L'un des plongeurs a découvert l'épave du bateau à une profondeur d'environ 40 mètres. La chasse aux éponges s'est donc transformée en chasse au trésor. Le capitaine du bateau des plongeurs a informé les autorités grecques de leur trouvaille et 2 autres navires ont été envoyés vers l'épave. L'opération de récupération a été couronnée de succès et les artefacts se trouvent désormais au Musée national archéologique d'Athènes. Ils comprennent 3 chevaux en marbre, grandeur nature, des bijoux, des pièces de monnaie et des centaines d'œuvres d'art, dont une statue colossale d'Héraclès de 2 mètres de haut. Parmi ces trésors, l'éphèbe d'Anticythère, une statue en bronze d'un jeune homme, a attiré davantage l'attention que les autres. Car l'éphèbe ne correspond à aucun modèle iconographique familier et il n'existe aucune copie connue de son type. Il tient un objet sphérique dans sa main. Les experts ont émis différentes hypothèses sur l'identité de ce personnage, mais elles ne font pas encore l'objet d'un consensus. Plus de 70 ans plus tard, Jacques-Yves Cousteau et son équipe se sont rendus dans la région et ont récupéré des centaines d'autres artefacts, ainsi que les restes de 4 personnes. Fait intéressant, ils ont aussi découvert un ensemble complexe d'engrenages imbriqués, capables de prédire le mouvement du Soleil, de la Lune et de plusieurs planètes. Le mécanisme peut aussi indiquer les heures des éclipses solaires et lunaires des années à l'avance. Cette machine d'Anticythère est donc une espèce de calendrier informatique précoce. Il s'en servait pour planifier des événements importants comme les activités agricoles, les rituels religieux et les Jeux olympiques. Ces artefacts, trouvés dans l'épave d'Anticythère, font partie des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne. Rien que la machine elle-même a changé notre perception des limites de la technologie antique. Ce mécanisme repose sur une conception sophistiquée et a été fabriqué il y a plus de 1000 ans. Même après toutes ces découvertes étonnantes, les experts pensent que le site de l'épave demeure largement inexploré. C'est surtout à cause de son emplacement et de la configuration des fonds marins sur lesquels repose le navire. L'épave est trop profonde pour les plongeurs en scaphandre autonome, mais trop peu profonde pour utiliser un submersible. Une étude réalisée sur le fond marin en 2012 a révélé la présence d'une 2e épave, environ 245 mètres plus au sud. Il est clair que cette zone a beaucoup à offrir à l'humanité. Mais l'aurions-nous découverte si ces chasseurs d'éponges n'étaient pas allés l'explorer ? Les scientifiques ont trouvé une épave en Antarctique au fond de la mer de Weddell, 107 ans après son naufrage. Le nom du navire était l'Endurance. C'était le navire perdu de l'explorateur Sir Ernest Shackleton. Les scientifiques qui l'ont trouvé des décennies plus tard affirment qu'il faisait partie des plus grandes épaves perdues de tous les temps. C'est pourquoi ils ont filmé toute la découverte. La vidéo montre les restes de l'Endurance et prouve qu'il est encore dans un état remarquable.
Il est resté à 3000 mètres de profondeur pendant plus d'1 siècle. Et pourtant, on dirait qu'il a coulé très récemment. L'histoire est la suivante. Le navire a été écrasé par la glace et a coulé en 1915. Shackleton et son équipage ont dû embarquer dans de petits canots de sauvetage. À partir de ce moment-là, la survie a commencé. Shackleton a réussi à mettre son équipage en sécurité. Puis, le navire a coulé. C'est une histoire assez épatante. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils accordé tant de valeur à ce navire ? Tout d'abord, l'expédition impériale transantarctique de Shackleton naviguait pour effectuer la première traversée terrestre de l'Antarctique. Oui, l'équipage s'est retrouvé piégé dans la glace, mais l'intention était louable. Deuxièmement, le défi même de trouver l'épave était de taille. La mer de Weddell est presque toujours recouverte d'une épaisse couche de glace, cette même glace qui a fait couler l'Endurance. S'approcher du lieu présumé du naufrage est très difficile, sans parler de la possibilité de mener des recherches. Les experts ont prévu le moment où l'étendue de la glace de l'Antarctique serait la plus mince, grâce aux images satellites. Ils ont également choisi un moment où la météo était en leur faveur pour lancer une expédition. Le docteur John Shears a déclaré qu'ils ont réussi à mener à bien la recherche d'épave la plus difficile au monde en luttant contre une glace en constante évolution, les blizzards et des températures descendant à moins 18 degrés Celsius. Et c'était des conditions plutôt clémentes pour la région. Enfin, regarde comme ces poutres sont bien conservées. On peut même encore lire le nom du navire. L'archéologue marin Mensun Bunt affirme que c'est la plus belle épave de bateau en bois qu'il ait jamais découverte. Or, il a 50 ans de carrière, donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais comment se fait-il que le bois n'est pas pourri ? Le docteur Michel Taylor, biologiste polaire des profondeurs, affirme que le bois s'est peu détérioré car les créatures mangeuses de bois ne se trouvent pas dans cette région sans forêt de l'Antarctique. Les ouvriers d'une mine de charbon dans l'est de la Serbie ont découvert 3 épaves de navires qui se trouvaient là depuis au moins 1300 ans. La plus grande provient d'une flotte de l'ancien empire romain. Elle mesure environ 15 mètres de long et a un fond plat. On estime que le navire pouvait transporter un équipage de 30 à 35 personnes. En regardant sa coque, tu peux voir les marques de réparation. Cela nous donne un aperçu de ce qui se passait il y a plus de 1000 ans. Les 2 plus petits navires, quant à eux, correspondent aux descriptions de bateaux utilisés par les groupes slaves pour attaquer la frontière romaine. Ces 2-là ont été découverts sous la boue et l'argile dans le lit d'une ancienne rivière. Apparemment, à cette époque, il y avait une base romaine dans un endroit appelé Viminacium. Il est intéressant de noter que Viminacium était une capitale de province dont la population était estimée à 40 000 habitants au IVe siècle de notre ère. À titre de comparaison, elle était encore plus grande que Pompéi. La mine de charbon de Kostolac recèle bien des trésors. Les archéologues y avaient déjà trouvé des preuves d'une ancienne activité humaine et animale. Ainsi, en 2012, les experts ont trouvé les os d'au moins 5 mammouths laineux, lesquels se sont éteints il y a environ 10 000 ans. Des archéologues canadiens ont retrouvé un navire 150 ans après sa disparition dans les eaux de l'Arctique du Canada. Ce navire marchand s'appelle le HMS Investigator. Il a été acheté en 1848 pour rechercher le bateau de l'explorateur Sir John Franklin qui s'était perdu lors de l'expédition du passage du Nord-Ouest. Le HMS Investigator a donc quitté la Grande-Bretagne en 1850 pour cette opération de sauvetage. L'équipage de l'expédition, dont le capitaine était Robert McClure, a fait appareiller l'Investigator. Il a réalisé que ce qu'il cherchait se trouvait dans la dernière étape du passage du Nord-Ouest, la route maritime à travers l'Amérique du Nord. Mais avant qu'il ne puisse naviguer dans la mer de Beaufort, le navire de 122 tonnes s'est retrouvé à son tour coincé dans l'épaisse glace. L'équipage a passé l'hiver dans le détroit du Prince de Galles. L'été suivant, McClure a de nouveau essayé de naviguer jusqu'à la fin du passage. Mais la glace lui a de nouveau barré la route. Là aussi, l'équipage a été obligé de quitter le navire. Il a dirigé l'équipage vers la baie de Mercy. Ils ont dû y rester jusqu'en 1853, lorsque l'équipage du HMS Resolute les a enfin secourus. Imagine un équipage de 60 personnes qui a dû passer 3 hivers dans l'Arctique sans même savoir s'ils allaient survivre. Plus tard, le navire a été retrouvé, se dressant dans environ 11 mètres d'eau.
il était en très bon état. L'eau de l'Arctique avait empêché le pont extérieur du navire de se détériorer rapidement. On peut clairement voir la silhouette du navire et le bois dont il est fait. De plus, les archéologues ont découvert des artefacts sur la terre ferme laissés par les marins. Ils avaient tout déchargé avant d'abandonner l'Investigator. 3 tombes de marins et une épave de la marine britannique ont également été découvertes dans la région. Avril 1912 a été marqué par l'une des plus terribles tragédies de l'histoire du monde. Un paquebot de légende conçu pour être insubmersible à la pointe de l'ingénierie de son temps, l'énorme Titanic a coulé. Par cette nuit sombre et sans lune, le navire a manqué plusieurs occasions de pouvoir sauver ses passagers. Un autre bateau qui naviguait à quelques kilomètres de là aurait pu lui porter secours, ce qui n'a pas été le cas. Il ne s'agit pourtant pas d'un navire fantôme, pas plus qu'une légende ou une simple théorie. C'est une réalité documentée, mentionnée dans les archives et dans les déclarations de témoins qui la confirment. Alors pourquoi n'est-il pas venu en aide aux géants en détresse? Découvrons ce qui s'est passé cette nuit-là en examinant ces événements de 3 points de vue différents. Commençons par celui du principal intéressé, le Titanic. 23h30. La lune est voilée de nuages noirs. La visibilité est mauvaise. Tout est calme à bord. Sous la direction du capitaine, l'opérateur de communication reste en contact avec le continent par radio. À ce moment-là, un inconnu s'introduit sur la fréquence interrompant la communication de l'opérateur. On ne sait pas très bien ce que veut cet homme étrange et de quoi il parle. L'opérateur n'essaye pas de le comprendre. Il crie sur cet homme en lui demandant de se déconnecter. La connexion est interrompue. À 23h40, le Titanic s'écrase latéralement contre un iceberg. La glace brise la coque. L'eau commence à inonder les ponts inférieurs. Personne ne panique encore. 20 minutes plus tard, à minuit, l'équipage envoie un signal de détresse par radio. Peu de gens comprennent à quel point la situation est grave. Après 20 minutes, à minuit 20, on commence à descendre des canaux de sauvetage avec des passagers. À minuit 25, ils reçoivent une réponse au signal de détresse. C'est le RMS Carpathia. Leur capitaine rapporte qu'il navigue déjà à vitesse maximale vers le Titanic. Malheureusement, il se trouve à près de 93 km du site de l'accident, ce qui signifie qu'ils n'arriveront pas avant 4 heures. À minuit 45, l'équipage du Titanic lance des fusées de signalement. Ces fusées se trouvent être l'une des causes principales du destin terrible qui attend une partie des passagers à bord. Mais nous y reviendrons. 90 minutes plus tard, le pont du Titanic se brise et le paquebot plonge sous l'eau. À 4h10, le Carpathia arrive enfin à l'endroit du naufrage. L'équipage mettra tout en œuvre pour sauver les survivants. Ils récupèrent 705 personnes à leur bord. C'est là qu'un autre navire apparaît. Il s'agit du SS Californian. Le Carpathia vogue vers la côte de New York, rempli de ses rescapés. Pendant ce temps, le Californian reste sur place dans l'espoir de trouver d'autres survivants au milieu des débris. Sans succès, ce navire n'était qu'à quelques kilomètres de là, alors que le Titanic s'enfonçait dans les eaux glacées. Le Californian aurait pu sauver des vies, mais il en fut autrement. Son capitaine, Stanley Lord, aurait donc commis l'un des actes les plus intolérables qui puissent exister aux yeux d'un marin. Il n'a pas porté secours à un navire en perdition. Lorsque le monde entier l'a découvert, le capitaine Lord a été la cible de la haine populaire. Les charges à son encontre n'ont pas pu être retenues et il n'a pas été condamné lors du procès qui a suivi la catastrophe. Toutefois, sa carrière a été définitivement ruinée car aucune compagnie maritime n'a voulu l'embaucher après les faits. Malgré cela, il n'a jamais avoué sa responsabilité et cela jusqu'à sa mort. Peu de temps avant son décès, il a d'ailleurs expressément clamé son innocence. S'il dit vrai, alors que s'est-il passé? Allons voir du côté du Californian. C'est la nuit du 14 avril. Le Californian navigue dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Le navire entre dans une zone où il y a de nombreux icebergs. À 22h10, le capitaine Lord décide de mettre son vaisseau à l'arrêt. Il est trop dangereux de se déplacer dans cette zone car en cas d'impact, la coque risque d'être endommagée. À 23h, le Californian commence à dériver. Se déplacer dans de telles conditions est extrêmement difficile, surtout avec une si mauvaise visibilité. Le capitaine sait que le Titanic doit passer par là. Il ordonne donc à l'opérateur radio d'avertir le navire du danger. L'opérateur radio, dénommé Evans, allume l'émetteur et essaie de contacter le Titanic. Au bout d'environ 30 minutes, la connexion est enfin établie. À ce moment-là, l'opérateur radio du Titanic est en communication avec le continent. Evans interrompt la conversation et essaye d'avertir le Titanic du danger qu'il court. L'opérateur ne comprend rien à ce que dit Evans et s'agace de son irruption intempestive sur le canal radio. Il se met en colère
crie sur Evans et finit par couper la connexion. Lassé, Evans éteint l'émetteur et informe ses supérieurs de l'incident. La façon dont le capitaine a réagi à cette nouvelle reste un mystère. Il a probablement pensé que le Titanic était au courant du danger. Il laisse Evans aller se coucher. Si Evans n'avait pas éteint la radio et était resté éveillé 1 heure de plus, il aurait entendu le signal de détresse provenant du Titanic. Difficile pourtant de le blâmer dans ces circonstances. En effet, il n'a aucune raison officielle à ce stade de ne pas quitter son poste. Il est épuisé et ne pouvant pas lutter contre la somnolence, il va se coucher. Le Titanic, pendant ce temps, commence à couler. Son capitaine envoie un signal de détresse. L'opérateur à bord du Carpathia le capte, mais pas le Californian dont le récepteur est coupé. Le capitaine Lord n'arrive pas à dormir. Il sent que quelque chose ne va pas. Le Titanic est en train de s'enfoncer dans l'eau et cela va très vite. Le capitaine donne l'ordre de lancer les fusées, erreur qui s'avérera fatale. Les feux d'avertissement lancés ne sont pas rouges. Pour une raison quelconque, l'équipage a oublié de charger les fusées rouges. Le ciel s'est donc illuminé d'une lumière blanche éclatante. Cependant, pour signifier une situation de détresse, le protocole stipule qu'il faut utiliser des feux de couleur rouge. Le capitaine Lord voit ces lumières mais ne les perçoit pas comme un appel à l'aide. Il ne lui vient même pas à l'idée que ces fusées rouges que l'on trouve sur tous les bateaux pourraient venir à manquer à bord d'un navire tel que le Titanic. Et pourtant, c'est bien le cas. Le capitaine Lord pense que le Titanic s'éloigne. Il y a peut-être une raison inconnue derrière ces lumières blanches, mais il ne le sait pas vraiment. Le capitaine Lord n'a donc aucune idée que le Titanic est en train de couler. Il décide quand même de contacter le navire, mais cette fois pas par radio. Le capitaine Lord ne réveille pas l'opérateur et envoie un signal au Titanic par le biais d'une lampe de signalisation. Il est important de comprendre que de nombreux marins de la vieille école ne prenaient pas la communication radio au sérieux. Ils ne saisissaient pas la valeur de cette technologie. C'est pourquoi le capitaine Lord ne réveille pas Evans. Il envoie des signaux lumineux mais le Titanic ne répond pas. De nombreux survivants ont mentionné plus tard avoir vu les flashs de lumière en question, mais ils n'ont rien pu faire sur le moment. L'équipage du Californian n'entend pas leurs appels à l'aide. À 2h20, le Titanic s'enfonce complètement sous l'eau. Environ 2 heures plus tard, l'opérateur radio Evans se réveille et allume le récepteur. Il entend de nombreux sauveteurs parler du navire englouti. Evans comprend tout de suite ce qu'il se passe et en fait part au capitaine. Le Californian se dirige immédiatement vers le site de l'accident. Ils y trouvent le Carpathia, avec les survivants à son bord, qui se met en route vers New York. Le Californian continue à chercher des gens à qui porter secours, mais en vain. Le Californian retourne sur le continent. La nouvelle concernant le navire qui aurait pu sauver le Titanic se répand dans tout le pays, et le procès commence. Le capitaine Stanley Lord et l'équipage racontent leur version des faits. Ils disent que leur navire s'était immobilisé. Beaucoup de gens ne les croient pas, et certains des passagers survivants affirment même avoir vu le Californian passer. Malgré tout, le juge les déclare innocents. 1962, le capitaine Stanley Lord est un homme très âgé. Il appelle un notaire pour faire une confession officielle dans laquelle il jure qu'il n'est pas coupable. Et si ce n'était pas le Californian qui était passé près du Titanic à ce moment-là? C'est là que la théorie du Samson entre en jeu. Ce navire de chasse navigue dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. L'équipage ne dort pas. Ses membres étudient attentivement les environs, non par peur des icebergs, mais bien parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de croiser les gardes-côtes américains. L'équipage du navire Samson chasse des phoques, ce qui est illégal. À minuit 45, le capitaine du Samson voit des fusées de signalisation blanches. L'équipe est sûre qu'il s'agit des gardes-côtes. Ils éteignent alors leur lumière et s'éloignent. Il fait nuit noire et ils ne remarquent pas le Titanic qui coule. Une fois revenus sur la côte de l'Islande, ils entendent parler de la catastrophe. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont abandonné des gens à la noyade. Le neveu d'un des membres de l'équipage du Samson lit cette histoire dans le journal de bord de son oncle et demande la permission de publier ses écrits. Tout le monde réalise que le capitaine Lord n'était effectivement pas coupable. Malheureusement, il n'a pas vécu pour voir la vérité triompher. En fait, il reste difficile de désigner un véritable coupable dans cette histoire. Le navire se trouvait à proximité du Titanic. Leurs capitaines étaient des hommes compétents. Ils auraient pu aider à sauver tous les passagers.
Le problème est qu'ils n'ont pas pu réaliser à temps le drame qui se jouait en cette nuit sombre. Quelqu'un avait oublié les fusées rouges et ce qui semble être un tout petit détail apparemment insignifiant a finalement eu des conséquences énormes dans cette tragédie. En 1854, le SS Arctic, le paquebot le plus rapide de son époque, a entrepris de traverser l'Atlantique. En naviguant à travers un voile de brume, il a lentement disparu dans l'inconnu. La Collins Line, une compagnie maritime américaine, a été créée en 1818 et n'a commencé à faire sérieusement du commerce transatlantique qu'en 1835. Ces bateaux à vapeur traversaient l'Atlantique de Liverpool à New York en seulement 10 jours. Cela ne semble pas très rapide aujourd'hui, mais à l'époque, le même trajet prenait plusieurs semaines à d'autres navires. Légers sur l'eau avec leur coque en bois, puissants grâce à un moteur à vapeur, ces bateaux étaient le choix préféré de nombreux personnages haut placés. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec un navire aussi perfectionné ? Voilà qui n'est pas sans rappeler l'histoire d'un autre navire que tout le monde croyait insubmersible. Mais revenons à la Collins Line. Elle est devenue un opérateur très performant sur les routes transatlantiques avec un seul concurrent, la Cunard's Line. Il s'agissait d'une compagnie britannique qui ambitionnait également d'être la principale force en présence à travers le passage de l'Arctique. En 1835, la Collins Line a reçu un nouveau navire qui s'est rendu à Liverpool et est revenu à New York avec la plus grosse cargaison jamais vue à l'époque. À partir de ce moment-là, la compagnie n'a cessé de croître. Il semblait qu'elle n'allait connaître que des succès futurs. Malheureusement, ces somptueux navires sont devenus coûteux à faire fonctionner, notamment à cause de la quantité de charbon utilisé. La puissance massive et les faibles coques en bois signifiaient qu'ils avaient besoin de nombreuses réparations après chaque voyage. Ainsi, chaque voyage a fini par coûter cher. Mais comme les navires étaient sûrs et avaient une excellente réputation, les gens étaient prêts à payer le prix. Et l'entreprise n'était absolument pas en crise. Ils avaient réussi quelque chose que personne n'avait réussi à faire avant eux. Leur navire traversait l'Atlantique en 10 jours seulement. Et Edward Collins, le propriétaire, était déterminé à maintenir le rythme. Les 5 navires de la compagnie surpassaient facilement ceux de la Cunard's Line, qui n'en comptait que 3. Forte de son succès, elle a attiré davantage l'attention. Bien que le navire de la Cunard était plus lent, avec leur coque en fer, ils pensaient qu'il y avait encore du profit à faire. Parmi les navires de Collins, l'Arctic, le 3e à avoir été lancé, était le plus grand, atteignant 87 mètres de long, avec 2 moteurs à vapeur à levier latéral, chacun d'une puissance de 1000 chevaux. Les 16 roues à eau faisaient 16 tours par minute lorsqu'elle tournait à pleine vitesse. Au moment de son lancement, la presse l'a qualifié de « vaisseau le plus stupéfiant jamais construit aux États-Unis ». Mais tout le glamour et la gloire n'ont pas permis d'éviter ce qui allait suivre. Le 27 septembre, l'Arctic faisait son voyage de Liverpool à New York, naviguant à une allure rapide à travers l'épais brouillard. Il est possible qu'à ce moment-là, après 4 ans de voyage record, l'équipage ait pris trop confiance en sa navigation et en son navire. À seulement 80 km de Terre-Neuve, ils ont imprudemment poursuivi leur route dans le brouillard, sans contact radio, sans sonar, ni aucun autre moyen d'identifier de potentiels obstacles, équipés uniquement de codes Morse. Un navire de pêche plus petit, le SS Vesta, opérait souvent autour de Terre-Neuve. Il passait par le même chemin que l'Arctique et s'est écrasé sur son flanc. Choqué par la collision, le capitaine de l'Arctique a proposé son aide au Vesta, beaucoup plus petit. Mais il était vite devenu évident que les dégâts sur l'Arctique, qui semblaient mineurs, étaient en réalité sérieux. Sous la ligne de flottaison, un trou laissait entrer l'eau dans la coque. C'était le défaut d'une coque aussi légère et rapide. Ils se sont dirigés vers la terre ferme en essayant de colmater le trou. Mais ils ne s'en sortaient pas et l'eau de mer continuait à affluer, remplissant le navire qui s'enfonçait de plus en plus. Et finalement, une fois que la salle des machines a été pleine, les chaudières se sont éteintes, privant le navire de la puissance massive pour laquelle il était légendaire. Il a continué à naviguer lentement avant de s'arrêter complètement. Il continuait à couler et l'ordre a été donné de l'abandonner. À l'époque, le droit maritime autorisait l'Arctique à ne transporter que 6 canots de sauvetage, capables de sauver seulement 180 personnes. L'équipage et certains des passagers ont réussi à se frayer un chemin sur le pont et ont pris la plupart des sièges de ces canots. Mais le chaos régnait,
Et tout le monde a semblé oublier ses bonnes manières, ne laissant pas les femmes et les enfants embarquer en premier. Il a fallu 4 heures pour que l'Arctique coule. 150 membres d'équipage et 250 passagers étaient à bord. Ceux qui n'ont pas réussi à trouver une place au bord d'un canot de sauvetage ont fait une tentative désespérée pour construire leur propre radeau de fortune avec des parties du navire. 2 jours plus tard, seuls 3 canots sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Les 3 autres n'ont jamais été retrouvés. Et crois-le ou non, l'équipe de sauvetage a aussi retrouvé des personnes qui s'accrochaient à l'épave depuis 2 jours. Contrairement à l'équipage, le capitaine a sombré avec l'Arctique, mais a étonnamment survécu. Il ne serait qu'une seule des 85 personnes qui s'en sont sorties, sur les 400 personnes à bord. Lorsque la nouvelle est arrivée 2 semaines plus tard, le public a été attristé par la catastrophe. Une grande colère a rapidement suivi envers le manque de mesures de sécurité et envers l'équipage. La presse a publié des demandes pour changer les lois et embarquer plus de canots de sauvetage. Il était logique d'en avoir suffisamment pour chaque personne à bord d'un navire. Mais ces demandes ont été ignorées. Cette négligence allait entraîner d'autres catastrophes à l'avenir. Des canots de sauvetage en nombre suffisant n'entreraient dans le droit maritime qu'environ 60 ans plus tard, après la catastrophe du Titanic. La femme et les 2 enfants d'Edward Collins étaient aussi à bord du navire et n'en sont pas revenus. Il avait le cœur brisé, mais n'a pas cessé de gérer son entreprise. La Collins Line avait encore une réputation à défendre, la plus grande, la plus rapide et la plus luxueuse sur l'Atlantique. Edward Collins allait maintenant construire un navire encore meilleur que tous les autres. Il s'appelait l'Adriatic, et c'était le plus grand navire du monde, presque 108 mètres de long. Avec 2 moteurs à vapeur alternatifs qui n'avaient jamais été construits de cette taille. À l'époque, ces moteurs à vapeur étaient l'apogée de l'ingénierie, bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus les voir que dans des modèles réduits et des jouets. Avec le nouvel ajout de 2 mâts, l'Adriatic serait aussi capable de naviguer à la voile si nécessaire. Heureusement, des leçons ont été tirées de la catastrophe de l'Arctique. Mais avant que leur nouveau navire ne soit construit, une autre catastrophe s'est produite. Le navire jumeau de l'Arctique a aussi coulé. On pense que la Collins voulait désespérément rester devant la Cunard avec ce 2e navire, qui a fini par heurter un iceberg quelque part pendant la course. Cette compétition malsaine a coûté la vie à 141 personnes. Le désespoir de Collins et de ses coques légères ont poussé la compagnie vers la faillite en 1858. L'Adriatic, nouvellement construit, qui avait coûté plus de 1 million de dollars, n'a finalement effectué qu'un seul voyage. Et même ce voyage a été considéré comme un désastre. Le navire est entré en collision avec un remorqueur. Il a tout de même réussi à terminer son voyage inaugural dans un temps convenable. Après la faillite de l'entreprise, il a fallu vendre le navire pour seulement 50 000 dollars. Les grands moteurs géants ont été retirés et remplacés par des voiles uniquement. Bien qu'il ait été autrefois le plus grand navire de haute mer, ce n'était que 30 ans plus tard qu'il a été abandonné dans une rivière, qualifiée d'irréparable. Les autres navires restants ont également été vendus et n'ont servi que pour les pièces détachées. Edward Collins a complètement quitté l'industrie, cherchant plutôt à travailler sur la terre ferme. Comme la Collins Line n'était plus dans le coup, la Cunard est montée en puissance. Sans concurrence, elle a dominé le marché pendant les 30 années suivantes. 180 ans plus tard, après avoir produit des centaines de navires, elle a toujours une présence constante sur les mers en proposant des traversées transatlantiques, des voyages autour du monde et des croisières de loisirs. À ce jour, la Cunard Line est la seule à exploiter des navires entre l'Europe et l'Amérique. Et c'est une belle preuve que ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne la course. C'est récemment devenu un lieu populaire pour de nombreux touristes à la recherche de l'endroit parfait pour s'évader. Si tu as la chance d'avoir du soleil ici, ce sera une expérience unique. Il y a de fortes chances que tu aies plutôt des jours brumeux, mais soyons honnêtes, ça a aussi son charme. Cette île enchanteresse en forme de sourire s'appelle l'île de Sable. Elle est située à 300 km de la Nouvelle-Écosse. Elle n'était pas accessible au grand public avant 2013. Lorsqu'elle a été ajoutée à la liste des parcs nationaux du Canada. Tu peux t'y rendre par avion ou par bateau. Mais qu'est-ce qui rend cet endroit si enchanteur ?
il doit bien y avoir quelque chose, puisque le nombre de touristes augmente chaque année. Tout d'abord, il y a un nombre spectaculaire de chevaux sauvages ici. Entre 200 et 500 d'entre eux se promènent en liberté sur l'île. Il y a aussi une grande population de phoques gris. L'endroit est également le seul lieu de reproduction d'une espèce d'oiseau rare appelée le bruyant d'Ipswich. Mais si tu envisages déjà d'y faire un voyage, tu dois d'abord savoir certaines choses. Tu te souviens de la brume dont on a parlé ? Eh bien, il s'avère que l'île de Sable est l'endroit le plus brumeux des provinces maritimes canadiennes. On parle d'environ 127 jours de brouillard par an. Lors de ces journées, l'île de Sable disparaît littéralement sous une épaisse couche de brouillard. Tu ne pourras pas non plus explorer l'endroit tout seul. Le règlement local stipule que les visiteurs doivent voyager au sein d'un groupe et ils doivent aussi garder une distance d'au moins 60 mètres avec les animaux sauvages qu'ils peuvent rencontrer. Aussi charmant que cet endroit puisse être, il renferme un sombre secret caché sous les dunes de sable. Et cela n'a rien à voir avec les magnifiques créatures qui vivent ici ou la végétation unique de l'île. En plus d'être connue pour ses chevaux et ses phoques, l'île de Sable est tristement célèbre pour un nombre impressionnant de naufrages. Au fil des ans, environ 350 navires ont fini leur course ici, sur ces bancs de sable. Lorsque les survivants ont décrit leur expérience, ils ont généralement mentionné les conditions météorologiques difficiles près de cette île mystérieuse. L'île a également fait son entrée dans la littérature lorsqu'elle a été décrite dans un livre intitulé The Perfect Storm, écrit par Sebastian Junger et publié en 1997. Le livre a eu tellement de succès qu'il a ensuite été adapté au cinéma en 2000 avec George Clooney dans le rôle principal. Le premier naufrage enregistré près de l'île de Sable remonte à 1583. Le navire s'appelait le HMS Delight et était sous le commandement de l'aventurier et explorateur britannique Sir Humphrey Gilbert. Seules 17 personnes ont réussi à survivre à la catastrophe en s'échappant dans un petit canot. Les archives mentionnent qu'ils ont passé 7 jours en mer avant d'atteindre les côtes de Terre-Neuve. En 1884, un autre navire nommé de Nicosia a également lutté dans l'épais brouillard. Le navire a été complètement détruit, mais heureusement les 18 membres de l'équipage ont réussi à survivre. Le fils du capitaine a failli être perdu en mer lorsqu'un canot de sauvetage a chaviré alors qu'il y montait. Il a réussi à rester sous le canot qui était complètement submergé. Lorsque le canot s'est redressé, il a fini par sortir de l'eau et a été secouru pour la deuxième fois. Entre 1947 et 1999, les choses ont été relativement calmes autour de l'île. Mais le 27 juillet 1999, un yacht appelé The Merrimack s'est échoué près du rivage de l'île vers 2 heures du matin. Le bateau de 12 mètres en fibre de verre avait un équipage de seulement 3 personnes. Des ouvriers de la prospection gazière qui se trouvaient, heureusement non loin de là, les ont secourus. L'équipage a finalement réussi à rejoindre Halifax le lendemain par avion en toute sécurité. Le propriétaire du Merrimack a essayé de récupérer son bateau en engageant un pêcheur local. Malheureusement, cette opération n'a pas vraiment été couronnée de succès, puisque seuls les accessoires du yacht ont finalement été sauvés. Il n'a pas fallu plus de 6 semaines pour que le sable et les vagues écrasent et brisent complètement la coque du Merrimack. Alors qu'est-ce qui rend cet endroit si dangereux pour les bateaux ? La météo est-elle la seule en cause ? Ou peut-être y a-t-il d'autres forces en jeu ? L'explication s'avère un peu plus complexe et ça n'a pas été facile à comprendre, du moins dans les années 1500. Tout d'abord, l'île est située près de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Comme elle est également proche de l'une des principales routes maritimes entre l'Europe et l'Amérique du Nord, des centaines de navires passent devant elle chaque année. Statistiquement, la probabilité d'un naufrage augmente avec le nombre de bateaux qui naviguent dans la zone. L'île de Sable se trouve également sur le chemin de la plupart des tempêtes qui remontent la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Il n'est pas surprenant que les bateaux soient souvent projetés directement sur les côtes de cette île. La météo joue bien sûr un grand rôle. Pendant la saison estivale, l'air chaud du Gulf Stream crée un brouillard dense lorsqu'il fusionne avec l'air, refroidi par le courant du Labrador qui passe près de l'île. Les autres courants n'arrangent pas les choses. L'île de Sable se trouve à côté du point de rencontre de 3 grands courants océaniques. Le Gulf Stream, le courant du Labrador et le courant de Belle Isle. Depuis les années 1950, les radars et autres outils de navigation modernes sont utilisés sur les navires commerciaux. Jusqu'alors, le sextant était le principal instrument utilisé pour déterminer l'emplacement d'un navire.
Cela ne veut pas dire que les sextants n'étaient pas précis. Mais cet instrument ne pouvait pas fonctionner correctement sans une vue claire du soleil ou des étoiles, ce qui signifie qu'il n'était pas d'une grande aide dans un brouillard dense comme celui qui entoure l'île de sable ou lorsque le temps était nuageux. Souvent, par mauvais temps, le capitaine d'un navire naviguait en se fiant à son expérience et à son intuition et en se basant sur la vitesse et la direction du navire. C'est pourquoi la plupart des survivants des naufrages près de l'île de sable ont déclaré que le capitaine avait simplement mal calculé la position du navire, s'écrasant par accident sur l'île. Cette terre poussiéreuse et sablonneuse est aussi hostile pour les navires qu'elle l'est pour les arbres. Il n'y aurait qu'un seul arbre sur toute l'île et il ressemble plutôt à un buisson. Il s'agit en fait d'un pin, et comme les célèbres chevaux de l'île ne le considèrent pas comme une source de nourriture, il a réussi à survivre. Les rapports disent que l'arbre a été planté dans les années 1950. Les autorités locales essayaient de faire pousser une forêt sur l'île pour la rendre un peu plus accueillante. Ils ont planté des dizaines de milliers d'arbres au fil des années. Plus de 69 000 conifères, 600 arbres fruitiers et environ 25 kg de graines de pin, ainsi que d'autres plantes qui auraient pu survivre aux conditions de l'île. Mais elles n'ont pas résisté aux conditions climatiques extrêmes et au sol sablonneux. De toutes ces plantes, un seul pin est resté en vie. Grâce à sa résistance, il est même devenu un symbole de l'île de sable. C'est intéressant, pendant environ 40 ans, l'île n'a également eu qu'un seul habitant. Peux-tu imaginer cela? Une seule personne vivant sur une île isolée pendant autant de décennies. C'est l'histoire d'une femme appelée Zoé Lucas. Elle a choisi de s'entourer des seuls autres habitants de l'île, les chevaux, les phoques gris et les nombreuses espèces d'oiseaux. Naturaliste estimée, elle a mentionné dans une interview de 2017 qu'elle était habituée à vivre sur l'île et qu'elle ne s'y sentait jamais seule. Pour survivre ici, elle a dû se constituer un kit de première nécessité. Il comprenait un cahier pour prendre des notes et une paire de jumelles pour étudier la faune et la flore. On peut supposer qu'elle n'a pas eu peur de l'environnement, pourtant intimidant, puisqu'elle a élu domicile ici. Au début, Zoé voulait installer son camp à une extrémité de l'île, près de quelques bâtiments abandonnés. Mais finalement, elle s'est installée dans une maison en bois près d'un tas de dunes de sable. Le service météorologique du Canada avait érigé cette construction simple dans les années 1940. Aujourd'hui, c'est Parc Canada qui gère le bâtiment. Le travail de Zoé consistait à recueillir le plus de données possible sur la population locale de chevaux. Cela pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre comment ils ont réussi à s'adapter à cet environnement hostile. Elle a aussi aidé à rassembler les débris qui ont atteint le rivage pour aider à suivre les niveaux de pollution. Parmi tous les déchets qu'elle a ramassés, il y avait un réfrigérateur et une caisse pleine de poivrons frais. D'autres spécialistes ont finalement commencé à travailler par roulement sur l'île de sable pour offrir à cette femme courageuse un peu de compagnie de temps en temps.